On filme toujours les séances pour pouvoir les mettre sur notre site et pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu assister puissent en profiter quand même. Donc voilà, je vous accueille avec plaisir à cette soirée d'Actu et Attaque consacrée à un tour d'horizon sur qu'est-ce que les différents partis proposent en matière de réforme fiscale, puisque vous aurez vu que tous se positionnent sur la question, tous proposent une réforme. Mais donc la question est, qu'est-ce qu'il y a dans les réformes proposées par chacun, pour qui est-ce qu'il roule, qu'est-ce qu'il considère qu'il faut changer, et donc on va bénéficier de l'analyse qui a été réalisée par le réseau Justice Fiscale, dont Daniel est le secrétaire. Réseau Justice Fiscale qui est un réseau d'une soixantaine d'organisations. Une quarantaine. Quarantaine, voilà, de grandes organisations d'éducation permanente, dont Attaque Bruxelles, dont Attaque Liège. Et donc, tu dis ? Et tu es à Attaque Liège aussi, absolument, il a deux identités. Et donc, le réseau a analysé ce que les partis proposent et a organisé, il y a combien de jours de ça ? Le 31 mars, donc il y a une vingtaine de jours, donc a organisé un colloque où les différents partis étaient présents et où donc, au-delà de ce qu'ils ont répondu, il y a eu une confrontation et un dialogue entre eux et avec vous sur qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce que ça veut dire de proposer ce qu'ils proposent. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole à Daniel. Donc le format de l'exercice, c'est une heure d'intervention pour Daniel, il est 19h52, donc au plus tard à 21h, on passera au débat. Okay. Voilà. Ben merci, ça me fait toujours plaisir de venir dans la locale d'Attaque Bruxelles 2, évidemment. En fait, la démarche a été ceci au niveau du réseau Justice Fiscale. Plutôt qu'analyser dans les programmes des partis, ce qu'on a fait, on est parti des priorités au niveau national et au niveau international du réseau Justice Fiscale et du correspondant flamand, le réseau flamand donc Financieel Actie Netwerk. Donc on a envoyé un questionnaire aux partis politiques, à tous les partis politiques, représentés au Parlement, plus le PTB-GO, qui n'est pas encore représenté. Et donc les questions étaient très claires et ça permettait, surtout par la clarté des questions, on voulait en tout cas avoir aussi des réponses le plus claires et limpides possible. Et en gros, vous verrez, l'exercice n'a pas été inutile. Et donc on a présenté ce travail lors d'un colloque, comme Fred vient de le dire, au Parlement fédéral le 31 mars dernier. Mais avant, disons, de voir ce que les partis proposent, je crois que c'est bien, parce que l'Attaque rejoint quand même en 99% à mon avis les priorités du réseau, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que nous avons envie comme fiscalité, et alors suite à ça, par rapport à nos priorités, quelles sont les réactions du parti politique. Et donc, j'ai commencé donc l'intervention par ces questions. Pourquoi est-ce qu'on veut parler d'impôts ? Bon, le fait qu'il y a eu évidemment une crise en 2008, que dans tous les pays européens, l'austérité a suivi la diminution, évidemment, voilà, l'augmentation des déficits publics, le fait qu'il a fallu trouver donc de l'argent pour financer les caisses des États respectifs, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas été des mesures indolores pour la population et surtout évidemment pour la population la plus fragile. Et donc, c'est clair que pour nous, la fiscalité peut jouer un rôle redistributif, mais qu'elle ne joue pas évidemment très souvent. Donc la soumission au pacte budgétaire européen, sur lequel évidemment on se bat aussi au niveau de l'Attaque, tout ça un peu lié à la réflexion. Et donc, c'est souvent la réponse que les partis politiques, et en tout cas les partis proches, on va dire, des milieux patronaux vont dire, c'est qu'il faut diminuer les dépenses, et les recettes, ça veut dire qu'il faut diminuer les impôts, et il faut évidemment que les services publics soient dégraissés. Diminuer le train de vie de l'État, c'est le couplet qu'on entend de plus en plus. Repenser ce qu'on appelle l'État-providence, donc soi-disant tout cet acquis qui est quand même la suite logique du Conseil national de la résistance en France, mais pour lequel quand même ici aussi il y a eu tout un consensus entre milieux patronaux et syndicaux pendant la guerre pour arriver quand même à une sécurité sociale, pour arriver à avoir un État qui défend toute la population et pas seulement les plus riches. C'était évidemment la résultante de rapports de force à l'époque, qui était quand même favorable aux travailleurs. On n'est plus du tout dans cette évidemment logique là maintenant.
Et c'est pour ça que les milieux de droite, évidemment, facile à dire, il faut une réforme fiscale pour favoriser les revenus du travail, pour favoriser l'investissement dans les entreprises, et donc à côté de ça, nous allons diminuer le train de vie de l'État. C'est un peu le discours évidemment qu'on entend régulièrement. Au niveau du réseau de justice fiscale, pour nous l'impôt est fondamental, car évidemment l'intérêt général c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il faut des services publics. Je ne vais pas rappeler vous savez à quoi ça consiste et quelle est l'utilité. Ça permet évidemment également l'impôt de corriger la distribution inégale des revenus. Et ça peut être aussi un incitant pour les comportements, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que les États à haute fiscalité, comme le Danemark, la Finlande, ont peu de pauvreté, et à contrario, les États-Unis, où une faible fiscalité est à l'ordre du jour, un tiers des Américains se considèrent dans les classes inférieures. Mais l'OCDE, pourtant, qui n'est pas vraiment une officine de gauche, dit en décembre 2011 que les gouvernements pourraient réexaminer le rôle redistributif de la fiscalité afin de veiller à ce que les plus nantis supportent le fardeau fiscal de manière équitable. Donc si l'OCDE dit ça, donc dans les discours, on va dire qu'il y a un certain changement, hein, enfin bon, de la coupe aux lèvres, il y a encore une distance. On peut aussi poser la question, et là on a repris des bouquins, donc des références de livres sur la corrélation de le bien-être collectif et la fiscalité, et notamment Wilkinson et Pickett qui ont écrit « Pourquoi les sociétés plus égalitaires font presque toujours mieux ». Donc c'est clair qu'au niveau économique, c'est pas seulement, je dirais, un combat social, mais même sur le plan économique, l'égalité est quelque chose qui profite à l'ensemble de la société, et même les plus riches, en guillemets, ont intérêt à ça, mais ils ne le perçoivent pas, évidemment. Avant de parler d'impôts, il faut parler de répartition primaire. Les revenus du capital sont de plus en plus importants au niveau donc, de la masse des revenus dans le PIB. Par contre, les revenus du travail sont en diminution constante donc depuis les années 80. Ce qui s'est passé en plus pour la redistribution et la répartition seconde, c'est que depuis les années 80 et chez nous, le gouvernement Martens-Goll, on a déglobalisé donc les revenus. Ça veut donc dire qu'avant, les revenus du travail étaient additionnés revenus mobiliers et revenus immobiliers. Depuis lors, on a instauré le précompte mobilier libératoire qui fait que sur un revenu de l'épargne, on paye un intérêt, un précompte qui est un précompte fixe, peu importe le montant, et donc quelle que soit la hauteur du revenu de la personne, elle paye son précompte libératoire que la banque se charge donc de verser à l'État. Et donc, vu ce système en Belgique qui est quand même intéressant pour les revenus du capital, un certain nombre évidemment de personnes fortunées étrangères viennent s'installer chez nous, surtout qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune évidemment, comme en France. Bon là c'est un truc un peu compliqué à voir, mais vous voyez, en gros ça veut dire que, ce que je venais de dire avant, hein, que la part des revenus du capital dans le revenu national est en augmentation constante, et à contrario, la part des revenus du travail est en diminution constante. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Constat sur les extrêmes en Belgique. Ce qu'on remarque évidemment, la pauvreté ne diminue pas, au contraire. Une personne sur 6 est concernée par la pauvreté. 3/10 des gens, selon ING, n'épargnent pas. Pour une autre source, la Banque Centrale Européenne, 48% ne peuvent épargner. Évidemment, la répartition des patrimoines, ça, c'est connu, mais c'est clair que plus on monte dans l'échelle sociale, évidemment, plus le patrimoine est concentré. Les plus riches possèdent, donc 20% des plus riches possèdent 61% du patrimoine et 52% des revenus globaux. Alors, quelles sont, par rapport à ce constat, nos priorités, évidemment c'est que, évidemment, en Belgique, on a le secret bancaire fiscal, qui fait que les hauts revenus ne sont pas tellement connus. Donc, on a des estimations, il y a des sources diverses pour dire le patrimoine c'est autant en Belgique, les revenus c'est autant, mais ce sont des sources. Les statistiques sont évidemment font cruellement défaut, puisque il n'est pas obligatoire en Belgique de déclarer ses revenus mobiliers et encore moins son patrimoine. Et donc, on estime, mais le secret bancaire fiscal étant bien gardé, l'argent, fatalement, il disparaît par la fraude et l'évasion fiscale un peu partout dans le monde. Il est très difficile d'estimer les revenus donc, des plus fortunés chez nous.
Bon, une comparaison avec l'Allemagne. Je ne vais pas trop, parce que bon, il y a beaucoup de slides, hein, je ne vais pas m'étendre sur tout, évidemment. Je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus. Il n'y a pas d'intérêt, sinon on est là jusqu'au minuit. Exactement, donc c'est pour ça, vous voyez, j'avance. En plus, il y a des trucs connus ici. Hein. Voilà, on fait un petit rappel sur les pertes de 30 milliards d'impôts, 30 milliards d'euros par an dus à la fraude et l'évasion fiscale. Évidemment, il y a la fraude, il y a aussi la compétition fiscale entre les pays, où chaque pays essaie d'attirer évidemment les multinationales chez lui et diminue donc les taux d'imposition pour attirer soi-disant ces entreprises. Mais en général, c'est pas souvent de l'emploi qu'on crée. On crée peut-être 1 ou 2 emplois de conseillers fiscaux ou bien de secrétariat. Mais bon, l'activité se fait ailleurs, mais les bénéfices sont déclarés en Belgique pour des raisons uniquement fiscales, quoi. Au niveau de l'impôt des personnes physiques, il y a une inégalité évidemment chez nous parce qu'on est très vite taxé, vous voyez, à 37 330 euros par an, on atteint déjà donc, le taux de 50%. Donc nous connaissons en Belgique un impôt progressif par tranche, donc ce n'est pas un impôt qui est proportionnel. Il y a un impôt de 25% pour le petit revenu, mais vous voyez, jusqu'à 8 530 euros, il y a 25%. Pour ceux qui excèdent, c'est 30%, jusqu'à 3 630. Ceux qui excèdent 3 630, bon, on passe à 40%, etc. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu. Jusqu'à 12 220, c'est 30%, puis jusqu'à 20 370, 40%. Donc, il y a une progressivité, on pourrait dire c'est bien, mais le problème, c'est que avec un revenu d'enseignant, on a pris ça comme moyenne, quoi, hein, de quelqu'un qui travaille, on arrive très vite à 40%, quoi. Voilà, le salaire minimum, c'est 1 559 euros, on arrive déjà dans les tranches supérieures à 40%. Par contre, il n'y a plus d'imposition au-delà des 50%, donc ça a été supprimé, ça, notamment par les différentes réformes fiscales donc, du gouvernement à l'époque avec Renders aux finances. Et donc, les revenus financiers, qui sont de plus en plus importants, ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont taxés forfaitairement quand ils sont déclarés, évidemment, enfin en tout cas quand ils sont touchés en Belgique, auprès d'un organisme financier. Sinon, ils ne sont pas imposés du tout. Et donc, comme on dit en dernier, l'impôt des personnes physiques se rapproche un petit peu de la flat tax, une taxation même taux pour tout contribuable. Cher aux opposants de l'impôt, évidemment, du type parti, c'est un petit peu le risque. Et dans les propositions du MR, c'est un peu ça qu'ils veulent aussi. Ils essaient de diminuer de nouveau, donc de ramener les taux d'imposition en dessous de 50%, de diminuer le nombre de tranches, et donc finalement, ils essayent de vendre leur histoire, mais c'est pas du tout progressiste, évidemment, comme solution. On va le voir après. Hein. On verra après. Juste, je me permets, Daniel, oui. donc pour ceux qui ne sont pas des habitués des séances, les PowerPoints seront sur le site. Donc, vous ne devez pas reprendre des données qui se trouvent sur les PowerPoints, on vous les donnera automatiquement, donc ne prenez que ce qui vous intéresse au-delà de réflexion. Merci Daniel. Et en plus, ça se trouve sur le site également, donc lesgrossefortunes.be, donc le site de Réseau Justice Fiscale. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour avoir un impôt plus juste? On propose d'augmenter la quotité exemptée d'impôt, c'est-à-dire la partie donc, de revenus, tranche basse, qui actuellement sur laquelle on ne paye pas d'impôt, donc augmenter cette quotité, et aussi retarder les premières tranches avec taux à 25%, les taux inférieurs à 25%, pour favoriser les bas revenus. Donc ça c'est donc une première proposition. Et réintroduire également les tranches supérieures, 62,5%, 60%, 57,5%, supprimées par Martin Sgol en 80, et puis les tranches de 52,5% et 55% qui ont été supprimées par la réforme Renders en 2002, pour assurer donc une progressivité un peu meilleure. Deuxième proposition, c'est globaliser les revenus du travail, de l'immobilier et du capital. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette globalisation avait donc été supprimée dans les années 80. Et alors évidemment, si on fait une globalisation, le préalable indispensable, c'est qu'il y ait une transparence sur les revenus, qui est donc une obligation de déclaration à la déclaration à l'impôt des personnes physiques, des revenus mobiliers, et donc la fin du précompte mobilier libératoire. Ça veut dire aussi qu'on serait taxé non seulement sur les revenus mobiliers, mais également sur les plus-values qui actuellement sont exonérées. Donc lorsque quelqu'un va en bourse, achète des actions, puis les revend avec une plus-value, en Belgique là-dessus, alors ce n'est pas le cas ailleurs, hein. C'est uniquement en Belgique et au Luxembourg. Donc en Belgique et au Luxembourg, si on fait une plus-value, là-dessus, on n'est absolument pas taxé. Alors qu'aux États-Unis, en France, dans plein de pays, c'est le cas. Hein. Bon, le système fiscal français, je passe. Pour l'impôt des personnes physiques, voilà en gros nos propositions. Pour l'impôt des sociétés, qu'est-ce qu'on constate?
en 2010, sur les 30 000 plus grosses sociétés, la moyenne totale de l'impôt réellement payé par les sociétés est de 12% pour les 30 000. Donc, le taux normal, c'est 33,99%, hein, 33,99%, mais l'impôt réellement payé par les grosses sociétés, il est de 11%, les 30 000. Pour les sociétés 843 qui ont fait un bénéfice supérieur à 10 millions, le taux est encore plus bas, puis là, on passe à 5%. Hein. Alors qu'une PME, en moyenne, paye sur son bénéfice un impôt de 21%. Donc là, l'inégalité qu'on voit au niveau donc, de l'impôt des personnes physiques, on la retrouve également au niveau des sociétés. Vous savez quand même que c'est les PME qui, en général, créent le plus d'emplois dans nos pays. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas elles qui sont favorisées, loin de là, par notre système fiscal. À cause de quoi? Bon, je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais le fait, évidemment, qu'il y a des pertes en recettes, c'est notamment toutes les déductions, toutes les niches fiscales qui existent chez nous, que ce soit les intérêts notionnels, les revenus définitivement taxés, donc je vais parler de ça après. Mais en fait, toutes ces niches fiscales font que, évidemment, c'est l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et on a chiffré sur 5 ans, 84 millions d'euros. Ça correspond à un quart de la dette totale de la Belgique. C'est des pertes dues au fait qu'il y a des niches fiscales qui sont légales, évidemment, qui ont été votées par le Parlement, mais qui font que certaines sociétés payent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Le cas connu d'Arcelor, évidemment, hein, 0 paiement en 2010. Arcelor qui a déduit 4 milliards d'euros en intérêts notionnels. Mais c'est pas encore le champion c'est ExxonMobil, qui a fait un bénéfice sur 5 ans de 19,5 milliards et qui a payé 2,1 millions d'euros, soit 0,01% d'impôt sur ses bénéfices. Une explication, je dirais, quand tu parles d'économie, enfin des pertes en recettes fiscales de 84 milliards, c'est une perte par rapport à quoi? Oui. Au taux de 34%. C'est-à-dire que c'est une perte, si on avait taxé toutes les sociétés à un taux normal, sans niche fiscale, sans déduction possible, ou si on avait taxé à 33%, voilà, eh bien c'est ce qu'on aurait pu avoir en plus comme recette s'il n'y avait pas tout ce système, entre guillemets, soi-disant, pour profiter, enfin pour favoriser tous les politiques peuvent se justifier par l'un ou l'autre politicien, évidemment, hein, mais elles sont là. Bon, moi, on constate, c'est un constat statistique, quoi, uniquement ici, on ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais par rapport au taux donc, plein et le taux réel, eh bien, donc sur 5 ans, c'est 84 milliards en effet de diminution, enfin de perte, quoi. Alors pourquoi? Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce résultat? Ben, les 3 principaux incitants et les déductions fiscales qui font, en guillemets, perdre plus d'argent. Ce sont d'abord les intérêts notionnels, qui favorisent éventuellement, enfin surtout les multinationales. Deuxième incitant, les revenus sur dividendes déjà taxés. Donc c'est le principe qu'une société qui a eu des activités à l'étranger et qui paye des impôts à l'étranger sur les bénéfices qu'elle fait là-bas, n'est pas taxée une deuxième fois en Belgique. C'est très bon comme principe, évidemment. Le problème, ce qui se passe, c'est que parfois ces sociétés s'arrangent pour faire ses bénéfices dans des paradis fiscaux où elles ne payent pas d'impôts. Et donc, on considère que la législation belge dit revenu définitivement taxé, puisque c'est déjà taxé. Donc, on ne va pas vous taxer 2 fois. Donc, finalement, ils sont définitivement non taxés. Et la troisième incitant, c'est la non-taxation des plus-values. Donc, achat, vente d'actions, d'obligations, de participation dans d'autres sociétés, notamment, évidemment, les holdings. Notre ami Albert Frère et autres, évidemment, sont très intéressés par ce système de non-taxation des plus-values. D'ailleurs, une bonne partie de la fortune de ces personnes, c'est sur des plus-values qu'ils le font, et là-dessus, 0% d'impôt. Alors, on a fait un petit chiffrage quoi, hein, de la perte. Quoi, hein. Donc, les intérêts notionnels, ça fait perte 6 milliards, les exonérations des plus-values 3, les revenus définitivement taxés 6,8. Et alors, ce n'est pas un impôt au sens strict, hein, c'est la réduction des cotisations sociales, toutes les subventions à l'emploi. Enfin, c'est souvent des cadeaux parce que je ne sais pas si, depuis qu'on fait des cotisations, diminution de cotisations, on ne sait pas si vraiment on a engagé du personnel plus. C'est des effets d'aubaine. Voilà, ce sont des effets d'aubaine, comme dit très bien Fred. Et donc, voilà quoi. Donc là-dessus, si on fait un total fiscal et parafiscal, on arrive à 28 milliards. Alors, si vous comparez, donc c'est. Parce que souvent les entreprises disent oui, là, en Belgique, la compétition, enfin la concurrence fiscale, non pas la concurrence fiscale, la compétition chez nous n'est pas idéale. Par rapport aux pays étrangers, la Belgique se noie. Et donc c'est pas compétitif, il faut absolument rendre le coût du travail
plus intéressant. Mais ils oublient de dire évidemment que, voilà déjà tout ce qu'on leur donne, entre guillemets, 28 milliards, hein, alors qu'en fait ils payent un impôt sur leurs bénéfices de 10 à 11 milliards par an. Donc il faut déconstruire un petit peu cette logique patronale qui pourrait dire, ben voilà, on pourrait croire en effet, ben oui, les pauvres gens ils sont accablés de charges. Maintenant, il faut de nouveau pas mettre tout le monde dans le même panier. Un petit indépendant ou une petite société qui a une ou deux personnes, fatalement, proportionnellement, paiera plus d'impôts et aura plus de charges sociales, évidemment, que ExxonMobil ou bien qu'ArcelorMittal, évidemment. Qu'est-ce que nous proposons? Oui, ça c'est à la fin. Donc, je vous l'ai dit, donc, dans tous les pays européens, dans tous les pays, enfin, au niveau international, on constate une baisse générale de l'impôt des sociétés, donc ce n'est pas particulier à la Belgique. Et l'économie belge s'est quand même fort recentrée, réorientée les 40 dernières années sur le financier. Et donc, on fait moins d'industrie, mais on fait plus de banques, on fait plus d'assurances. Donc notre pays, en guillemets, au niveau de son économie, est plus recentré sur la finance. Et donc ça a quand même une influence importante sur la politique fiscale qui est décidée par notre gouvernement. Donc qu'est-ce qu'on propose? Une contribution à l'impôt des grosses sociétés beaucoup plus équilibrée par rapport à celle des petites et moyennes entreprises, par une réduction drastique des possibilités de déduction, comme donc les intérêts notionnels, les revenus définitivement taxés, ou l'exonération de certaines plus-values. Troisième chapitre, l'impôt sur la fortune. Évidemment, il n'y a pas d'impôt sur la fortune en Belgique. Par contre, les détenteurs de capitaux sont bénéficiaires de nombreux avantages. Le secret bancaire fiscal, qui a été assoupli légèrement sous la dernière législature, c'est-à-dire qu'on peut lever le secret bancaire s'il y a suspicion de fraude. Donc c'est un petit peu mieux qu'avant. Bon, c'est un des acquis du gouvernement actuel, il ne faut pas l'oublier, mais bon, c'est quand même un petit assouplissement. Le précompte mobilier libératoire fait qu'évidemment, on ne déclare pas ses revenus, ils ne sont pas connus et on paye donc un forfait en impôt sur le revenu. Pas d'impôt sur la fortune, ni d'impôt pourtant sur la totalité des revenus, puisqu'il n'y a pas de globalisation des revenus. Pas de taxation des plus-values. Il est facile de créer des sociétés unipersonnelles ou des offshore étrangères. Et donc, les multiples dérogations au niveau de l'impôt des sociétés. Tous ces facteurs font qu'il est bon d'être fortuné en Belgique. Et c'est un paradis fiscal, évidemment, pour les résidents belges, mais pour les gens qui veulent venir chez nous, hein, qui sont attirés par notre système. Bon, je passe. Bon, oui. En gros, là, vous voyez, donc c'est la répartition, ce sont des estimations, des sources de la VUB qui ont été réadaptées, mais tout ça, c'est des estimations. On ne sait vraiment, absolument pas dit, parce qu'il y a un secret bancaire, on ne sait pas dire vraiment si ça correspond à la réalité ou pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que pour vous voyez la répartition de la fortune, donc ce sont les 10% les plus riches, hein, de 91 à 100, c'est les 10% les personnes les plus riches de la population, et on voit le montant donc, de fortune par ménage, plus, on est riche évidemment, plus le montant en milliards augmente d'une manière exponentielle. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on propose? Un impôt progressif sur les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros, habitation personnelle non comprise. On a constaté quand même avec joie que dans les sondages, 75% des Belges sont favorables à cette mesure. Et ça c'est donc un sondage de la Ligue Belgique Ipsos. Un autre sondage de l'Echo dit un Belge sur deux favorable à un ISF de 17% à partir de 720 000 euros. Donc plus les revenus sont élevés, évidemment, plus l'opposition est grande. Vous doutez bien que les réponses ne sont pas les mêmes suivant le montant des revenus qu'on possède. En guise de conclusion, c'était une petite truc comique. Donc c'est François Gob du réseau Justice Fiscale, qui travaille avec nous et qui a fait ce PowerPoint. Juste le jour où il mettait au point ce petit travail, il a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres. On n'avait rien fait pour, mais donc il a vu ceci: Monsieur le directeur, nous répondons à votre demande dans les meilleurs délais concernant tout montage juridique. Nous intervenons dans la constitution d'entreprises à l'étranger, Grande-Bretagne, États-Unis, etc.
afin de mettre à la disposition du chef d'entreprise, soucieux d'optimiser sa gestion, aussi bien au niveau social que fiscal, des outils de développement pour ses affaires. Donc ça, voilà ce qu'on peut recevoir. Que vous souhaitiez sécuriser vos avoirs personnels ou développer votre entreprise en créant une succursale, filiale, société à l'étranger, Consulting Associates vous assistera dans cette démarche. Aussi, pour recevoir une documentation gratuite et sans engagement, répondez à cet email en cliquant ici, etc. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour dire que, évidemment, même si on n'est pas multimillionnaire, on peut recevoir ça dans sa boîte mail. Et donc, tout existe chez nous. Ils ne savent pas à qui l'envoyer. Ils ne savaient pas qui l'envoyer, donc là, on a fait un bon usage, comme vous voyez. Donc voilà, ça, donc ce que je viens de vous présenter, c'est un petit peu nos priorités. Et on a donc, sur base de ça, donc, sur base des questions et nos priorités, nous avons questionné les partis politiques. Donc on a fait ça dans le courant du mois de décembre, on leur a demandé de nous répondre. Et donc, je crois que la preuve qu'on est un peu, à mon avis, quand même pris au sérieux, c'est qu'ils ont quand même tous pris la peine de répondre, y compris même le MR. Et du côté flamand, tous les partis également ont répondu. Et donc ce travail, parce que si je ne vais pas vous lire toutes les réponses, et évidemment toutes les réponses qui sont parfois assez bien argumentées d'ailleurs, on a demandé au service d'études de la CC, de la GTB, de faire une petite analyse donc, de ces réponses. Mais ceux qui veulent avoir le texte complet des réponses de chaque partie, tout ça existe, je peux évidemment vous le faire parvenir sans aucun problème. Ce n'est pas absolument secret, au contraire, ça montre quand même bien leur argumentation. Donc, voilà, donc ça, les questions, je ne vais pas les rappeler, c'est ce que j'ai dit en première partie. Et donc, voilà. En ce qui concerne les partis francophones, donc voilà un peu les réponses. Le Parti socialiste est favorable à un tax shift, donc favoriser les revenus du travail par rapport aux revenus du capital. Ils sont favorables à une reglobalisation de tous les revenus. Bon, dans la réponse qu'ils avaient fait, méthode parmi d'autres, après, l'Institut Mille van der Velde nous a envoyé un petit mail en disant j'ai lu votre analyse, on a dit méthode parmi d'autres, parce que pour nous, la reglobalisation n'a de sens que si, évidemment, il y a cadastre des fortunes, levée du secret bancaire, et à ce moment-là, évidemment, la reglobalisation a un sens. Donc ça, c'est la même logique que nous, tout à fait d'accord avec leur point de vue. Si tu me permets, Daniel, Oui. dans ta question, donc, Oui. il y a un résumé malencontreux, c'est pas suppression du précompte mobilier, c'est suppression du caractère Libératoire du précompte mobilier, exactement. C'est le fait que... Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas le déclarer, il ne faut pas le globaliser, la banque prélève automatiquement, voilà. c'est anonyme. Voilà, c'est le cas actuel, voilà. et maintenant on leur demande êtes-vous d'accord de globaliser de nouveau donc ces revenus avec les autres revenus. Et le Parti socialiste dit également oui à la fin de l'exonération des plus-values sur actions et titres. Le MR, bon là évidemment c'est pas tout à fait la même chose, vous voyez c'est très bien, c'est bien parce que les clivages là on les voit rapidement. Hein. Non à la globalisation des revenus, oui au maintien de l'épargne pension, oui au maintien de l'exonération du carnet d'épargne. Bon ça, la plupart des partis sont d'accord là-dessus, je crois sur le carnet d'épargne, mais sur le reste évidemment, donc ils sont en tout cas pas favorables à la globalisation. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même que les autres partis moyens, on va dire centre-gauche, sont également dans cette même logique. Donc le CDH dit oui à un glissement de la fiscalité pour réduire la taxation sur le travail défavorable à l'emploi. Écolo dit un peu la même chose. Hein. CDH dit oui à la transparence complète tant au niveau belge qu'européen. Mais voilà, ils glissent déjà au niveau européen. Des dépôts et placements d'entreprises et des particuliers. Écolo dit il faut une plus grande transparence quant aux revenus financiers via un échange automatique d'informations. Oui à l'élimination des niches fiscales, dit le CDH. Et Écolo dit donc c'est une condition pour la globalisation des revenus du travail et des capitaux, source d'une meilleure progressivité. Donc la globalisation, pour eux, donc c'est une solution. Et alors, PTB-Ego, évidemment, dit même chose, globalisation des revenus, afin d'une meilleure progressivité. Alors, le FDF dit oui à la suppression du caractère libératoire du précompte, à condition que ce soit instauré un échange d'informations généralisé au niveau de l'Association européenne de libre-échange, c'est-à-dire le Liechtenstein, l'Islande, la Suisse et la Norvège. Donc ils disent ça sans rire, mais enfin ils sont honnêtes, quoi. Hein. Pourquoi je vous dis ils ont donné des réponses honnêtes, on peut dire, et voilà. Donc autrement dit, ce sera au calendrier grec. Si on doit attendre évidemment que le Liechtenstein s'aligne là-dessus. Quoique, enfin. Par-delà les revenus visés par la directive épargne donc européenne adoptée en 2005, ils sont donc favorables à un échange généralisé
qui engloberait également les revenus détenus par des intermédiaires, des sociétés écrans, des trusts et des fondations. Et ça concernerait donc les dividendes et pas seulement les intérêts. Et ce serait généralisé au niveau des pays couverts, notamment la Suisse. Donc voilà, ils sont pour un système génial, c'est vrai, ils veulent ça pour tous les pays, en guillemets, d'Europe élargie. Et c'est vrai que ça ne va pas être facile d'obtenir ça tout de suite en tout cas. Bon, les partis flamands, en plus c'est en néerlandais, ça ne va pas être facile. Tu peux nous résumer peut-être? Alors en gros, les clivages sont un petit peu, parce que bon, SPA est fort proche de PS au niveau des propositions. Hein. Groen évidemment et Colo c'est le même groupe parlementaire, donc c'est la même chose. PTB-Go et PVDA c'est la même chose. Alors c'est intéressant de savoir évidemment ce que pense peut-être le plus grand parti de Flandre, c'est-à-dire évidemment la NVA. Bon ben oui, voilà, ils veulent garder le caractère libératoire du précompte mobilier. Voilà. Ils sont contre la Casa des Fortunes, ils sont déjà là maintenant, la question n'est pas encore posée, mais enfin, je ne sais pas pourquoi on a mis ça là, en fait, peu importe. Mais en gros, le NVA est proche du MR, hein, au niveau des positions par rapport à ça, c'est fort proche. Hein. C'est Tegen, voilà, contre un cadastre des fortunes. Oui, c'est ça. Contre un cadastre des fortunes. Ben voilà, donc, égal à eux-mêmes, hein, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Alors, Open VLD, ah oui, de Privacy van de Burger, donc il est important évidemment que la vie privée du citoyen soit protégée. C'est très important pour eux. Hein? Bon. Comment? C'est de Gucht qu'il a écrit. C'est de Gucht qu'il a écrit, oui. Exactement. Tout à fait. Alors, deuxième point, au niveau de l'impôt des personnes physiques, donc la progressivité de l'impôt, comme je dis tout à l'heure. Donc, êtes-vous d'accord d'augmenter le nombre de tranches d'imposition? Êtes-vous d'accord de taxer moins évidemment les petits revenus, etc. Et par contre de taxer plus les hauts revenus? En gros, c'est ça qu'on demande. Là, le PS dit oui à une réforme des tranches d'imposition pour améliorer la progressivité. Comme je dis tout à l'heure, moins il y a de tranches d'imposition, plus on a plus une inégalité. Ça veut dire que entre le petit et le haut revenu, on est plus ou moins taxé au même niveau, et donc il n'y a pas d'effet de redistributif. L'augmentation du nombre de tranches, évidemment, permettrait une meilleure redistribution. Et au niveau des colos, oui, il y a une révision de la progressivité également. Alors, au niveau pesant, oui, il y a une revalorisation du bonus à l'emploi social et fiscal. Donc, solution qui permettrait de baisser le taux moyen pesant sur les bas et moyens revenus. CDH dit oui, une réforme du barème d'imposition. Donc là, on arrive aussi à des convergences. Non, par contre, à l'addition de tranches d'imposition supérieures à 50%. On voit tout de suite quand même qu'on a quand même son électorat dans certaines tranches. On ne veut quand même pas non plus se mettre à dos. La révision devrait davantage porter sur les niches fiscales qui nuisent à l'équité de l'impôt. Donc, on va mettre l'accent là-dessus. Donc, Écolo a des positions qui se rapprochent des nôtres à ce niveau-là, puisqu'ils sont en relèvement à la quotité à 12 000 € pour les revenus inférieurs ou égaux à 40 000 €. Réintroduction des tranches d'imposition supérieures, donc ça, on ne peut qu'applaudir. Et Écolo favorable à la taxation des plus-values sur actions et à la globalisation des revenus. Le MR, pour lui, l'impôt connaît 3 problèmes principaux. Un niveau global élevé, une trop forte taxation des bas salaires, une trop faible progressivité. Alors, qu'est-ce qu'il propose? La création d'un taux 0% jusqu'à 13 000 €, la révision et la réduction du nombre de tranches. Eux, ils trouvent que ça c'est juste, mais bon, nous ne trouvons pas évidemment. Hein. Donc, suppression des tranches d'imposition de 30 et de 45%, on étend la tranche de 25 à 40%, et on est à 50% à partir de 50 000 € et non plus 37 000 € aujourd'hui. Alors, c'est vrai que certains vont dire, ben oui, notamment les gens qui travaillent et qui ont des revenus moyens supérieurs vont être intéressés par ces propositions écolo. Et c'est intéressant de voir que le... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai raconté? Et donc, vous suivez, c'est bien. Et donc, le MOC a fait une petite analyse des programmes des partis politiques. Ils ont essayé de chiffrer, donc, chiffrer et estimer ce que ça coûterait, ou rapporterait en tout cas aux contribuables moyens. Les propositions du MR auraient un impact budgétaire insupportable pour les finances de l'État et pour la pérennité du financement des fonctions collectives,
Donc, le coût net estimé donc, du programme du MS, ce serait 15 milliards d'euros, c'est estimé par la KUL. Mais il faut quand même souligner le caractère particulièrement inégalitaire, puisqu'il bénéficierait 100 fois plus aux très hauts revenus qu'aux bas revenus. Donc, sous une mesure comme ça, un petit peu sexy, il reste 0% pour jusqu'à 13 000 euros, on cache le fait que les hauts revenus vont bénéficier 100 fois plus que les petits revenus de ce qu'ils proposent. Et ça, évidemment, ils n'aiment pas le dire, mais bon, c'est la réalité, ils ne doivent pas y échapper. Pour le FDF, la question du nombre de tranches est un faux débat. Le vrai problème, c'est les niches. Bon, ils disent un petit peu comme le CDH, il faut enlever les niches, très bien. Alors, il faut transformer le gruyère en emmental. Pour moi, le gruyère, il n'a pas trop, c'est l'emmental qui a plus de trous. À mon avis, ils confondent les deux fromages, mais ça pas. Enfin bon, ils ont confondu les fromages, mais bon, pour eux, donc voilà, il faut supprimer les niches, très bien. Et simplification du calcul de la base taxable et une réduction des taux. Tout le monde, vous ne trouvez personne en Belgique qui sera contre la simplification. Le problème, c'est qu'on a une société complexe et que, a priori, on peut être pour la simplification. Le tout est d'y arriver, mais je crois qu'on n'a jamais trouvé de formule miracle pour simplifier. Mais c'est vrai que quand on voit sa déclaration d'impôt, le bottin de téléphone, enfin le mini bottin de téléphone qu'on a maintenant, c'est vrai que c'est quand même fou. Il faut en effet essayer de simplifier, mais je ne crois pas que ce sera un travail facile, mais il faut essayer de s'y atteler en effet. Le PTB-GO dit oui, il y a une révision des taux d'imposition pour les revenus des personnes physiques, afin d'accroître fortement la progressivité de ces tarifs, avec des tarifs moins élevés pour les bas et moyens revenus. Donc ça, ok. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on voit chez les autres partis? En Flandre, okay. Oui, ce qu'on appelle l'élargissement du bonus à l'emploi, un impôt plus important évidemment sur les grands et moyens revenus, ok. Évidemment, taxer plus de capital, vous voyez, ça se reproche quand même fort. Pour les Groen et Écolo, c'est la même chose. PVDA, PTB, c'est la même chose. Alors, le CDNV, voilà, augmentation de la quotité forfaitaire, donc là, de la quotité exemptée d'impôt, donc bon, d'accord, ok. Netto income standard, donc limitation. Je ne sais pas, netto income standard. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Quelqu'un connaît bien mieux le néerlandais que moi? Une approche des revenus nets plutôt oui. Des revenus bruts. Oui. Ah oui, c'est ça. Donc, payer moins d'impôts, finalement, que le net se rapproche du brut. Exactement, oui, voilà, oui. C'est pour ça qu'on peut comprendre. Ben, tout ça, c'est bien. Hein, c'est électoralement, évidemment, très intéressant à le dire, mais qu'on faut-il le faire? Alors, pour la NVA, la progressivité, bon, partage l'analyse, mais il y a d'autres solutions. Donc, augmentation du bonus à l'emploi, diminution de l'impôt des sociétés, et comme le MR, voilà, vous voyez les convergences, hein, augmentation donc des tranches d'imposition, donc, voilà, tarif ZAC 40%, donc diminution finalement de l'imposition sur les hauts revenus, et diminution du nombre de tranches d'imposition. Donc là, vous voyez, dans un gouvernement futur, il y a comme des convergences NVA-MR assez inquiétantes, mais bon. L'Open VLD, même chose, hein, voilà. On diminue les tranches. On reste à deux systèmes, 25-45%, voilà. Et simplification, fatalement, ça n'engage à rien. Simplification, fatalement, diminution de l'impôt des personnes physiques. Ils sont dans les deux propositions, le VLD est pire que tous. Oui, parfois. Oui, c'est vrai que. Exactement. Au niveau de l'ISOC, l'impôt des sociétés, donc on leur rappelle évidemment l'inégalité entre les grosses et les petites sociétés. On leur propose donc d'inverser la tendance en réduisant donc les niches fiscales et les possibilités de déduction donc pour les grosses entreprises. Et donc les niches comme les intérêts notionnels, les revenus définitivement taxés, l'exonération des plus-values, on leur pose la question par rapport à ces possibilités de déduction. Donc voici les réponses. Pour le CDH, il faudrait adapter l'impôt des sociétés de la Belgique à la moyenne européenne. Il faut initier ce qu'ils appellent une révolution fiscale en supprimant progressivement les intérêts notionnels pour consacrer les recettes générées pour diminuer l'impôt et réintroduire des incitants à l'investissement et à l'innovation. Okay. Écolo propose un taux à 25% pour les PME et laisser un taux plein plus important pour les grandes entreprises.
Ah oui, les RDT, donc c'est les initiales de revenus définitivement taxés, mais les revenus définitivement taxés, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment dire, les revenus de sociétés qui sont soi-disant taxés ailleurs et qu'on ne taxe pas une deuxième fois en Belgique, donc c'est pour les sociétés holding, mais dans la réalité, ce régime fait en sorte qu'on ne taxe qu'une 0 fois, puisque ce n'est pas souvent taxé à l'étranger si on s'arrange pour que le bénéfice soit localisé dans un paradis fiscal. Donc il faut adapter le régime de RTT et l'exonération des plus-values pour éviter les abus dans les limites de la directive européenne mère filiale. Et il faut réorienter les intérêts notionnels ou les remplacer par une mesure qui favorise l'emploi et la capitalisation des PME. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même, entre le CDH et l'écolo, là, quelque chose qui se rassemble un tout petit peu. Okay. Le FDF, baisser le taux facial de l'ISOC au taux moyen de l'Union européenne, 23%. Bon, là, on est très bas quand même. Maintien du régime de RDT et appel à l'harmonisation européenne en la matière. Alors là, c'est pas demain. Hein. C'est très beau de dire ça, mais en réalité, on n'y est pas du tout. Suppression des niches fiscales, dont les intérêts nationaux. Ça, c'est bien, parce que le FD va quand même été avec le MR très longtemps favorable à ce système. Donc là, ils reviennent un petit peu aussi là-dessus. Alors, le MR, justement, il faut pour eux baisser le taux nominal de l'impôt des sociétés à 23% à l'horizon 2016. Et parce qu'il faut une stabilité au niveau législatif pour les entreprises, ils disent qu'il faut s'engager à maintenir ce taux pendant au moins 10 ans. Et par contre, fixer un taux réduit pour les PME. Alors, ils ne sont pas pour la suppression des intérêts nationaux, évidemment, mais ils sont pour la réforme progressive. Ils ne disent pas par quoi ils entendent réforme progressive, enfin bon. Et réactiver les déductions pour investissement. Ce qui est évidemment plus logique économiquement. Une entreprise qui investit, évidemment, autant la favoriser plutôt que favoriser uniquement la capitalisation sans conditions liées à l'investissement ou à l'emploi. Alors, rationaliser les niches fiscales et créer des paniers fiscaux thématiques. Bon, c'est beau, pourquoi pas. La réponse du PS, donc ils ne sont pas d'accord de modifier le taux à l'impôt des sociétés. Par contre, ils proposent de recycler les intérêts notionnels et de consacrer l'enveloppe dégagée, on l'a vu, c'est plus ou moins 5 milliards d'euros, à des politiques de soutien à la création d'emplois, l'investissement, la formation, l'innovation, le revenu net des travailleurs. Donc voilà, ils sont une liste longue, mais donc voilà ce qu'ils proposent. Et limiter la déduction d'impôts étrangers aux seuls impôts qui ont été effectivement payés à l'étranger lorsque les bénéficiaires sont des groupes multinationaux. Tout à fait logique, on ne peut qu'applaudir. Maintenant, le tout est passé à l'action, mais c'est sûr que c'est ça qu'il faudrait faire. Limiter davantage l'exonération pour les plus-values, mais ils ne disent pas quoi. Ils disent limiter davantage, ils ne disent pas comment. Pour le PTPGO, donc, il faut supprimer les intérêts notionnels et l'exemption pour les plus-values sur action. Donc, eux, ils ont un chiffre un peu plus bas que nous, un rapport 5 milliards, on l'a vu, ce serait plus que ça comme rapport, mais voilà ce qu'ils proposent. Alors, bon, voilà, le SPA est quand même pour, au niveau, donc, qu'on essaie de se rapprocher au niveau européen. Enfin, ils sont pour une coopération, quoi, entre les États membres. Et évidemment, c'est ce qu'il faut essayer d'arriver à faire. Oui, donc essayer d'arriver, voilà, c'est ce qu'on propose nous aussi, essayer d'arriver à un taux minimum d'impôt à l'impôt des sociétés entre pays européens. Nous, l'image qu'on propose souvent, c'est le serpent fiscal européen. Comme il y a eu le serpent monétaire, c'est de dire qu'il faudrait essayer d'arriver à des taux minimums et des taux maximums à l'impôt des sociétés, au moins dans un premier temps dans la zone euro, minimum. Et donc ça permettrait quand même par ce serpent, donc par ce minimum, ce maximum, d'essayer comme de contenir la concurrence fiscale d'une manière un peu raisonnable, quoi. Pourquoi un serpent fiscal et pas un taux commun? Oui, il y a les deux possibilités. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait les deux propositions à des moments différents. Maintenant, c'est vrai qu'on dit taux minimum. À un autre moment, on a parlé du serpent. C'est deux propositions qui se complètent, du serpent fiscal, et donc là, avec un taux minimum et un taux maximal. Les deux solutions peuvent se concilier, mais ce qu'il faut, en tout cas, c'est un minimum d'harmonisation. Mais là, c'est vrai que tout ça, c'est des idées, tout ça, c'est très beau, mais quand on discute avec nos collègues de la FGTB qui vont notamment aux réunions de la Confédération européenne des syndicats, rien que là-dessus, dans les milieux progressistes, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il ne faut pas demander, et les multinationales, évidemment, n'ont pas du tout envie à ce qu'il y ait une harmonisation. Donc si déjà, dans nos milieux progressistes, on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que c'est vrai pour certains États, le fait qu'il y ait un impôt minimum, chacun tire un petit peu la couverture vers lui,
et se dit, ben, c'est bon en Estonie, ou c'est bon en Slovaquie, je sais pas, moi, là, qui a un impôt bas, ça fait venir du travail chez nous. Chacun raisonne un peu d'une manière individuelle, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça aussi au niveau du combat ouvrier, du combat syndical en général, qui nous lamine, quoi. Hein, bon, c'est un des combats d'attaque, c'est un des combats d'Alter-Summit aussi, évidemment, tout ça. Hein. Mais bon, Franco et d'autres savent qu'on n'a pas gagné le combat, on est loin d'avoir gagné le combat à ce moment-là. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas, au niveau européen, un minimum d'harmonisation, nous allons aller de nouveau à fond vers la concurrence fiscale vers le bas, et donc c'est l'austérité qui nous est promise. Et c'est toujours intéressant quand j'entends Thierry Botson, le secrétaire de la GTB Wallonne, qui dit, pour moi, en tant que syndicaliste, le combat principal, c'est ce combat-là, quoi. Arriver à une fiscalité minimum coordonnée au niveau européen. Si on n'arrive pas à ça, avec le carcan budgétaire de chaque État, qu'est-ce qui paiera? Ce sera le citoyen moyen, sur lequel, de nouveau, enfin, comme en Grèce, comme au Portugal, comme en Italie, et comme en Belgique aussi, mais dans de moindre mesure, sur lequel va peser de manière plus importante le fardeau de cette crise. Voilà, donc un petit détour pour vous rappeler, donc, PVDA, donc on l'a vu, on a aussi CDNV. Donc diminution des charges donc, sur les revenus du travail. Donc ok. Et plutôt une diminution aussi de l'impôt des sociétés. Voilà, donc diminution de l'impôt des sociétés et diminution de l'impôt sur le travail. Mais tout ça, c'est bien à dire, mais comment est-ce qu'on va financer, quoi, hein. Alors, l'Open VLD, voilà, les petites entreprises, fatalement, c'est aussi un peu leur électorat, hein, devraient payer moins d'impôts, évidemment, d'impôts des sociétés. QFQZ, alors là, Tu peux demander à Anne. Oui, celui qui. Le OFQZ, là, je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire. Les petites entreprises peuvent choisir Oui. une diminution, mais alors sans déduction. Ah oui. Ou alors le choix pour le système actuel, Oui. les grandes entreprises et les PME qui le souhaitent. D'accord, oui, on fait ça, non. Ok, bon. Et la LVA, diminution de Voilà. l'impôt aux sociétés, compétitif par rapport au taux nominal européen, et comment en enlevant les déductions. Les déductions. Ah voilà, donc on diminue les déductions et en même temps on diminue le taux facial de l'impôt. Donc voilà. Alors, le système des intérêts notionnels, ah oui, on l'a découpé par sujet. Bon, le SPR pour la suppression, le PVDA aussi évidemment. L'écolo, on l'a dit tout à l'heure, pour une réforme. Le CDV ne veut pas de changement. Priorité, la stabilité dans les 5 prochaines années. Donc, il ne veut pas de changement au niveau fiscal pour les entreprises. Alors, voilà, l'Open VLD, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, donc la préférence pour un système dual. Et la NVA, Scrappen, suppression, ah oui, pardon, suppression, ça fait fini, suppression, voilà. Mais avec suppression, diminution des tarifs. Mais diminution des tarifs, voilà, diminution des tarifs, voilà. Donc la NVA est pour la suppression des intérêts Notionnel, ben oui, voilà. On aura appris ça. Ouais. Alors, en ce qui concerne la taxation des plus-values, ah voilà, donc là il serait donc l'SPA d'accord évidemment à ce qu'il soit imposé. Très bien. Le PVDA, on n'est pas étonné évidemment, et pour la suppression de la non-taxation des plus-values. Écolo et gros, donc c'est la même chose de toute façon, donc on l'a vu. Alors maintenant on arrive à la troisième question, toujours à l'impôt des personnes physiques. Êtes-vous d'accord sur la proposition d'instaurer un impôt progressif sur les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros, habitation personnelle non comprise? C'est là évidemment qu'on verra également les clivages importants. Là, PS et Écolo sont favorables. Donc PS, d'accord, impôt sur la fortune pour les supérieurs à 1 million d'euros, exclusion de l'habitation personnelle. Écolo, exclusion aussi des biens de production. Et donc l'habitation personnelle n'est pas du tout taxée alors. C'est-à-dire, ah oui, nous ce qu'on propose, parce qu'on va dire ce qu'on propose. C'est quand même... Bon, non, ce serait donc pour les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros, habitation personnelle jusque 300 000 euros ou 400 000, je ne sais plus. Hein. Il y a un montant, oui, totalement. Si vous avez de l'habitation de 2 millions d'euros, on ne va pas l'exonérer. Donc jusqu'à un certain montant, bien sûr, oui, on va le préciser. Merci pour la question. Et donc, pour les biens affectés à la production dans une entreprise, bon là, Écolo proposerait d'exonérer.
Et concrètement, ils sont donc favorables à une cotisation de crise qui serait de 1 à 1,5% pour les patrimoines supérieurs à 1 million d'euros. Voilà, ok. Le CDH, lorsque nous étions allés avec Franco là, et Fred, on avait été voir notre ami Melchior Watley, il avait déjà dit à l'époque qu'il n'était pas favorable à cette... C'est une fausse bonne idée pour eux, hein, l'impôt sur la fortune. Ils n'argumentent pas toujours très bien, mais enfin ils disent aussi l'impôt d'apporter sur les revenus du patrimoine et non sur la détention du patrimoine. Et là c'est intéressant, lorsqu'on a vu les mails passer là, de Henri Houben, il explique bien que, évidemment, les gens qui ont de la fortune s'arrangent bien pour avoir très peu de revenus visibles. Ils augmentent leur patrimoine, leur capital, parce que fatalement, leurs maisons prennent de la valeur, leur portefeuille d'actions prend de la valeur. Là-dessus, s'ils ont des biens personnels, ils les mettent en société. Une société qui distribue très peu de dividendes, parce que fatalement, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. Ce qui est important pour eux, c'est d'augmenter leur patrimoine. Et comme ils ont peu de besoins, fatalement, quand ils ont, je ne sais pas moi, 1 million d'euros par an de revenus, ils se satisfont, on va dire, de ça. Hein, 1 million d'euros de revenus par an, c'est pas énorme, quoi. Hein. Et donc, avec ça, ils sont contents. Et le reste, donc, fatalement, est capitalisé. Et si on ne taxe pas le patrimoine, c'est clair qu'on échappe, enfin, on fait échapper ces gens-là à la participation commune, quoi. Hein. Donc, quand le CDH dit que c'est une fausse bonne idée, ils ne sont pas du tout dans le vrai, quoi. Si tu te rappelles, il nous disait à l'époque que c'était une fausse bonne idée parce qu'ils allaient se tailler. Oui. Les gens allaient se tailler. Oui. Ben oui, et là, je reviens à ce qui a été dit au colloque, je fais déjà un petit aparté. J'entends donc le représentant du MR, du FDF, évidemment, qui dit... Non, pardon, le MR n'était pas venu au colloque, c'est le gars du FDF. Du FDF ou du CDH, parce que les deux ont la même position, donc ça je confonds un peu, c'est l'un ou l'autre. Excusez-moi, là j'ai pas pris note, parce que là, à l'époque j'allais conclure, c'était la fin du colloque. Et donc, sans faire exprès, j'ai fait allumer mon micro, j'ai fait du bruit comme si je censurais le gars qui parlait de l'impôt sur la fortune en disant que c'était une fausse bonne idée aussi. Et donc, j'ai rappelé qu'en France, on dit toujours, oui, l'impôt a fait fuir les gros patrimoines en France. C'est totalement faux. C'est vrai qu'il y a un certain nombre, un pourcentage très réduit de grosses fortunes françaises qui quittent le pays. Et on a médiatisé ça, évidemment, les gens qui viennent chez nous, que ce soit Depardieu, etc. Mais on oublie toujours de dire que lorsque les enfants de ces gens fortunés commencent à l'université, s'ils ont par exemple été à Londres, à un moment donné, immigrés et mettre le siège de leur fortune, à un moment donné, les hautes écoles et les universités en France sont d'une meilleure qualité, après ce qu'on se dit, que ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Et donc on a constaté qu'il y a un certain nombre de fortunes qui reviennent en France. Donc on constate et on chiffre les flux qui sortent, mais on oublie très bizarrement de chiffrer les flux qui rentrent. Et donc, mais voilà, il faut toujours pouvoir dire ça à ces gens lorsqu'ils nous envoient ça. Enfin, ça, je l'ai dit, évidemment, parce que j'étais là au colloque, mais il faut leur rappeler ça, parce que, mais bon, d'un autre côté, c'est très, évidemment, populaire ou poujadiste, hein, de dire que ça va pas, que ça va faire fuir les fortunes, et on peut le croire facilement si on ne connaît pas dans la question, hein, et ça peut, voilà, ça peut porter, et on fait croire qu'on est progressiste, parce qu'en disant qu'on est contre l'impôt sur la fortune, on est pour la défense, donc finalement, de la petite entreprise de Belgique, et de la défense des patrons, etc., quoi, hein, et de l'emploi, quoi. On met tout dans le même panier, quoi. Bon, le MR, évidemment, d'une manière, évidemment, qui est tout à fait imprévisible, dit-nous, un impôt sur la fortune. La mesure proposée ne rapporte aucune recette fiscale, donc ça, il faut être fort, hein. Aucune recette fiscale, ils ne disent même pas que ça va rapporter peu. Ils disent que ça n'a rien rapporté du tout, carrément, eux. Il a été supprimé dans la plupart des pays du monde qui la pratiquaient. Faux. Il serait à la base de la fuite de billets de contribuables, notamment, vous voyez. Hein. C'est tout entraîne une baisse des recettes fiscales. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. On lance un truc, c'est un dogme et indiscutable, quoi. Évidemment, le petit Pégo dit l'inverse, hein, on n'est pas étonné, puisqu'ils défendent leur taxe des millionnaires. Et donc, leur proposition est proche des nôtres, hein, donc 1% sur les fortunes au-delà d'1 million d'euros. Et puis, non progressif, 2%, etc. Donc là, c'est ce qu'on propose aussi, évidemment, un impôt progressif et pas un impôt forfaitaire. Et cette taxe ne devrait toucher, en effet, que 3% de la population, on oublie de dire ça. Hein. Les gens les plus riches, qu'est-ce qu'il y a 1 million d'euros? Et si on enlève l'habitation personnelle, et si on enlève donc les biens, eux, voilà, ils se limitent, comme nous, à l'habitation personnelle, en tout cas, en dessous d'un certain montant, eh bien, elle ne toucherait en fait que 3% de la population. Et elle pourrait rapporter 8 milliards, à condition, évidemment, qu'ils cadastrent des fortunes, lever du secret bancaire, etc. Ce n'est pas automatique, on ne saurait pas le faire tout de suite avec la législation actuelle. Le FDF, lui, comme le MR, est non un impôt sur la fortune, jugé inefficace. Par contre, oui, une harmonisation du précompte mobilier à 25%, et l'extension de la base taxable aux plus-values. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit quand même quelques acteurs
qui sont pour le fait d'introduire la taxation donc, des plus-values dans la taxation des revenus mobiliers. Donc ça, il faudra le resservir si un jour, évidemment, ces partis se retrouvent au gouvernement. Mais bon, ça c'est les partis francophones, évidemment, le côté flamand c'est autre chose. Si je peux faire une petite remarque sur la proposition écolo et PS, parce que passer un peu au-dessus, Oui. c'est qu'il y a non seulement l'habitation personnelle qu'ils excluent, mais aussi les patrimoines professionnels. Oui. En tout cas, voilà. C'est une énorme exclusion en Oui. fait de la taxation. Mais c'est-à-dire que voilà, donc si on se dit, enfin ils se disent plutôt, parce que nous on n'a pas parlé de ça, que si un indépendant qui a donc une fortune a mis ses biens et son patrimoine dans son entreprise, on ne veut pas le décourager, on ne veut pas le taxer là-dessus. Bon, là honnêtement, nous on l'a jamais dit, mais ça peut se défendre. Mais en tout cas, ça se discute quoi. Mais voilà, mais c'est parce que c'est quand même très fondamental. Si je prends un exemple, Albert Frère, il pèse 3-4 milliards d'euros, mais techniquement c'est son patrimoine professionnel. À partir du moment où on exonère le patrimoine professionnel, il devrait payer zéro. Il n'a rien. Il n'a pas de fortune personnelle. Oui. Écolo dit bien de production. Qu'est-ce qu'on entend par bien de production? Parce qu'évidemment, lui, c'est des actifs financiers. Il faudrait peut-être alors y avoir une mesure plus fine pour dire qu'est-ce qu'il y a bien de production. Donc là, il y a un débat à avoir, et pour les gens qui sont écolos dans l'Assemblée, un débat interne aussi à avoir sans doute là-dessus, pour dire qu'est-ce qu'on entend, pour ne pas non plus exonérer, ce sera un petit peu un effet fort de café, d'exonérer Albert Frère, le tout c'est bien investi dans ces entreprises. Ce sera un peu... Frère, non. Non. Daniel, sur cette question-là, justement, est-ce que le RJF, le réseau, a poussé, je dirais, son analyse d'1 million, 1,5 million exonérés à ça ou pas? Non. On parle Nous, jusqu'à présent, on s'était mis d'accord, c'est aussi évidemment le réseau, donc c'est une quarantaine d'associations, c'est tous les syndicats, donc les positions qu'on prend fatalement, c'est un peu plus compliqué qu'à attaque, puisqu'il faut arriver à un consensus, c'est pas toujours facile, bien qu'on dit entre le PS et, entre la GTB et la CSC, voilà, enfin bon, ils sont proches, entre la CSC et la GTB, au niveau fiscal, il y a quand même beaucoup de points communs, ça on l'a constaté, mais il y a quelques petites nuances évidemment, et là on s'est donc mis d'accord pour un impôt sur les fortunes, qui toucherait également les biens de production. Donc il n'exonérerait qu'une partie, en tout cas jusqu'à un certain montant, de l'habitation personnelle. Ça, c'est le consensus sur lequel on est arrivé, mais ça peut toujours se renégocier. Voilà. C'est le fruit d'un consensus, quoi. Hein. Donc voilà ce que j'avais dit. Ok. Alors. Ok. Qu'est-ce que l'SPR raconte par rapport à tout ça? Ils ne sont pas favorables, voyez-vous. Ils sont à l'impôt sur les fortunes. Donc là, une petite différence entre le SPA et le PS. Mais par contre, donc, meilleure imposition donc, des patrimoines par un impôt progressif sur les revenus du patrimoine. Ok, donc eux, vous voyez, un peu comme le CDH, quoi, ils veulent toucher les revenus. Vous voyez, là aussi, hein, le clivage Flandre-Wallonie est quand même encore un peu présent, quoi. Hein. Et alors aussi, évidemment, ils sont un impôt sur les transactions financières. Un impôt sur les transactions financières, c'est ce qu'évidemment on suggère à attaque, évidemment. Alors, PVDA, on a vu. Le CDNV. Ah, pas de priorité pour le CDNV. On s'en doute bien, c'est pas de priorité pour eux non plus, comme pour le CDH. Alors, ah oui, donc il faudrait, si je comprends bien, attendez, je comprends bien, allez-y, parce que là j'ai pas tout bien compris, non. En rester aux impositions actuelles existantes, voilà. comme voilà. les registres. Les droits d'enregistrement, les droits de succession. Donc actuellement, l'impôt sur la fortune, entre guillemets, en Belgique, il y a un impôt sur la fortune qui existe, c'est sur la fortune qu'on donne ou qu'on fait hériter à ses descendants. Et là-dessus, il y a des droits de succession et d'enregistrement. Eux, ils disent, c'est très bien, c'est assez, quoi. Ça suffit. Et je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on voit, oui, j'ai passé le slide, mais la contribution, donc, des fortunes au niveau de l'ensemble de l'impôt, donc que ce soit les fortunes, donc droits de succession, droits d'enregistrement, précompte immobilier, qui est une sorte d'impôt sur la maison que vous habitez, ou enfin, vous possédez plutôt, plus l'impôt des sociétés, donc tous ces impôts sur différentes formes donc, de revenus du capital,
ça correspond à 10% des recettes de l'État. Hein, donc, c'était quand même pas énorme, là de là. Hein. Alors, le LVA, évidemment, non plus, pas de surprise, n'est pas favorable à cet impôt sur la fortune. Les revenus du patrimoine sont déjà de 25%. Ah oui, ouais, les revenus du patrimoine sont de 25%, évidemment, pour ceux qui sont déclarés, évidemment. Pour une petite partie, ils sont déclarés, et là, ils sont payés à 25%, en effet. Taxés à 25%, en effet. Alors, c'est très simple au point de VLD, hein, c'est une ligne, ils ne sont pas partisans. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, évidemment. Alors, donc ici on parlait d'un impôt sur la fortune, oui. Disons annuel, récurrent. Oui, un impôt récurrent, pas un impôt exceptionnel, en effet. Pas d'un impôt exceptionnel. Non. Il n'en a pas été du tout question. C'est-à-dire que on a voulu, enfin, dès le départ, on a souhaité avoir un système permanent, parce qu'on se dit c'est quelque chose qu'il faut, d'une manière structurelle, mettre dans notre pays. Ce n'est pas contradictoire, un impôt exceptionnel, mais c'est vrai qu'on n'en a pas, ça n'a pas été abordé, ça n'a pas été abordé, on va dire ça. Et donc, en fait, tout à l'heure, dans mon premier exposé, j'ai surtout parlé des mesures fiscales au niveau belge. Au niveau international, je n'ai pas un PowerPoint, mais là, on a posé également des questions qui sont importantes. C'est, afin de contrer la fraude et l'évasion fiscale des personnes physiques et des sociétés, soutenez-vous la mise en place d'un système mondial d'échange automatique d'informations financières qui bénéficierait également aux pays du Sud? Et deuxièmement, soutenez-vous la révision de la directive sur l'épargne proposée par la Commission européenne? Et que comptez-vous faire, vu le blocage du Grand-Duché de Luxembourg sur cette question? Hein, le Grand-Duché de Luxembourg, c'est un paradoxe, c'est donc un paradis fiscal à l'intérieur de l'Europe qui capte une bonne partie quand même des revenus non taxés d'autres pays européens, et il est membre comme les autres, il a un droit de veto sur tout ce qui se passe. Et si ça se fait, c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg qui deviendra peut-être un jour président de la Commission, hein, notre ami Juncker. Donc le Luxembourg, il est petit par sa taille, mais par son pouvoir, il était énorme. Hein. Alors, quelles sont les réponses donc, sur la fiscalité internationale donc, des différents partis? Le PS donc, est favorable à l'échange automatique d'informations financières. Et plus généralement, ils sont favorables à une véritable régulation du système financier international, conduisant notamment au démantèlement des paradis fiscaux et à la lutte contre l'évasion fiscale. Bon, ça ne mange pas de pain, évidemment, c'est bien de le dire, encore faut-il y arriver. Oui à l'extension de la directive d'épargne à tous les produits financiers, y compris les dividendes et l'assurance, et la conclusion d'accords FACTA avec les États tiers. Donc les accords FACTA, c'est des accords que les États-Unis ont imposés d'abord à la Suisse, en leur disant si vous ne révélez pas les revenus donc des résidents, plutôt des Américains, donc eux c'est pas par résidence qui parlent, c'est par nationaux, donc les gens qui ont la nationalité américaine et qui ont donc des dépôts dans des banques suisses, si vous ne révélez pas donc ces montants à l'administration fiscale américaine, on ferme vos banques, où vous n'aurez plus d'agrégations aux États-Unis. Bon là évidemment c'est l'Empire qui peut évidemment avec cette force, et donc la Suisse a bien dû évidemment partir la queue entre les jambes. Et donc ces accords FACTA ont été imposés à la Suisse. Les banquiers avaient bien trop peu évidemment de part du marché américain, mais c'est intéressant parce que ces accords sont en train maintenant de se négocier avec d'autres pays, y compris la Belgique. Mais à partir du moment où la Belgique va donner aux Américains un système d'échange automatique d'informations, elle ne pourra pas évidemment ne pas le faire avec d'autres pays européens. Et donc on va quand même vers un système, au moins au niveau européen et avec les États-Unis, vers un échange d'informations fiscales. C'est intéressant, mais c'est intéressant surtout si on peut, je dirais, détecter qui est réellement détenteur des comptes. Parce que les échappatoires, évidemment, à ce système, c'est que, une personne physique, c'est un nom, c'est une personne, un prénom, c'est une adresse, c'est très connu. Mais quand c'est une structure offshore, quand c'est une trust ou des choses comme ça, il faut pouvoir détecter le bénéficiaire réel de ces structures. Et c'est là, évidemment, qu'on verra réellement s'il y a un soutien réel à cette politique donc de transparence. Quoi. Et le PS donc soutient le fait qu'il faudrait donc soutenir les administrations fiscales locales des États du Sud pour qu'elles participent à cet échange automatique d'informations. Certains pays comme le Congo-Brazzaville, comme il fait marquer, évidemment, sont des paradis fiscaux. Oui, dans nos réseaux également, évidemment, il y a les ONG comme FFF, comme le CNCD. C'est aussi un peu leur contribution, évidemment, au débat, car lorsqu'on compare l'aide publique au développement et les montants énormes qui quittent ces pays
d'une manière ou d'une autre par l'évasion fiscale, c'est tout à fait disproportionné. Donc c'est clair que si on arrive à un système où on peut canaliser l'évasion fiscale dans les pays du Sud, c'est un soutien énorme à la lutte contre la pauvreté. C'est un problème gigantesque. Donc, Écolo est favorable à l'instauration d'un système d'échange automatique d'informations pour lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux et veut étendre la directive épargne face aux résistances, inventer les pays, voilà ce qu'ils proposent. Bon, si on ne sait pas avancer tous, avoir une coopération renforcée, donc avancer avec les pays volontaires, les pays plutôt qui sont volontaires, hein, les pays limitrophes, quoi. Donc sur une base volontaire avancée. Pourquoi pas? Je crois il faut commencer par l'étape, hein, il me semble. Autrement, si on veut avoir des objectifs trop ambitieux, on risque évidemment de s'arrêter assez vite. Le CDH, oui, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Il rappelle que ça coûte en effet 1000 milliards d'euros chaque année aux États membres de l'Union. Oui, l'extension des accords FACTA, ok. Et propose d'instaurer une taxe sur les biens importés ayant des normes humaines, sociales, environnementales inférieures. Donc ça, c'est un peu au niveau des droits de douane, quoi. Donc essayer de se défendre par rapport au dumping social. C'est une autre question, mais c'est lié, quoi. Le MR dit que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale demeure une priorité, très bien, pour eux. Enfin bon, quand ils étaient là-bas aux affaires, ça n'a pas vraiment été leur priorité, mais c'est bien de le mettre sur papier. Il soutient les initiatives internationales en matière d'échange automatique d'informations. Ben oui, fatalement, le ministre des Affaires étrangères et MR, il ne va pas dire l'inverse, fatalement, puisque maintenant ça se négocie au niveau européen et international, donc il ne va pas dire qu'ils sont contre. Et ils sont favorables à la conclusion d'accords internationaux concernant la prévention des doubles impositions et les échanges de renseignements fiscaux. Oui, donc ça, il y a un certain consensus parce qu'il y a quand même un climat international qui change. Et donc, c'est vrai, on l'a toujours dit au niveau, parce qu'on se bat là-dessus depuis des années, et Dirk van der Balen, un des parlementaires du SPA, nous disait toujours ça changera en Belgique quand les autres pays nous pousseront dans le dos pour changer. Et donc, tant qu'il n'y a pas un climat international favorable à la lutte contre l'évasion fiscale, vous savez que la Belgique ne va pas être de pointe. Mais elle va suivre, quoi, parce qu'à un moment donné, elle n'a plus le choix, quoi. Le PTPGO, évidemment, est favorable à la mise en place d'un système mondial d'échange automatique, ok, bien sûr. Pour rappel, au niveau fédéral, le PTB plaide pour une levée effective du secret bancaire via la création d'un cadastre des fortunes et la hausse du nombre de travailleurs, on oublie de le dire, au sein du SPF Finance, on est bien concerné, Marc et moi. Le fait, évidemment, qu'au sein du SPF Finance, j'ai oublié de le dire au départ, mais je suis fonctionnaire là-bas, le fait qu'on ne remplace pas les gens qui partent à la retraite. Un ordinateur ne remplacera jamais un agent qui va sur le terrain contrôler une entreprise, évidemment. Donc on vous dit toujours, oui, on gagne du temps parce que c'est automatisé, jusqu'à un certain niveau, oui, mais pour le contrôle effectif d'une société ou d'un particulier, évidemment, la personne humaine est irremplaçable. Et actuellement, on n'est vraiment pas du tout dans ce scénario, on est plutôt pour démotiver les gens qui travaillent, pour donc diminuer le nombre de bâtiments, disons ennuyer la vie du personnel, quoi, en résumé. Le FDF, oui à la révision de la directive épargne, enfin voilà, oui, il y a un consensus là un peu général, mais voilà, oui, c'est quand la différence du FDF, celui-ci doit devenir, dans l'extension de l'échange automatique d'informations, doit devenir une norme européenne, voire même internationale. Ils sont d'accord à la limite si tous les pays le font, quoi. Hein. Vous voyez, écolo, c'est un peu différent. Il y a des gens qui disent, si on n'y arrive pas, on va commencer de manière volontaire avec les pays limitrophes. Eux, ils disent, on va attendre que tout le monde le fasse et on va le faire. Quoi. Vous voyez un peu la nuance, quand même. Donc, la question au niveau flamand. Le SPA, donc, est favorable, évidemment. Tout ça, oui, ok. Bon, sur ces questions internationales, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clivage. Hein. Les clivages, on les trouve surtout au niveau national. On se rend compte que là, il n'y a pas des... Alors, peut-être la réponse NDA. Oui, soutien des initiatives internationales européennes pour donc, la transparence sur les revenus financiers et donc l'échange automatique et appui à la révision donc de la directive épargne, pardon. Oui, ben voilà, il dit ce que tout le monde dit, hein, l'Open VLD. évaluation. Quoi? Attendez. Des règles qui sont en usage actuellement avant de nouvelles actions. D'accord, ok. Ben voilà, ils veulent évaluer, c'est très bien. Avec l'optique privacité. Ah oui, défense de la vie privée surtout, hein, très important, défense de la vie privée, évidemment, c'est sacré pour eux. Et alors évidemment, un petit peu notre cheval de bataille à attaque.
En ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, êtes-vous d'accord de soutenir une position forte de la Belgique dans les négociations de la directive relative à la taxe sur les transactions financières au niveau d'un groupe de pays européens? Cela implique une base de taxes large, incluant la plupart des produits financiers, notamment les produits dérivés et les transactions sur les devises. Le taux de taxation devrait s'élever à au moins 0,1% pour les transactions normales et 0,01% pour les produits dérivés. Le revenu de la taxe devrait être affecté au financement des politiques sociales, au financement additionnel pour le développement et au financement des biens publics globaux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on propose. Je dis attaque parce qu'évidemment, on a été un peu le fer de lance là-dedans, mais toutes les associations du réseau, évidemment, soutiennent ce projet. Le PS donc, est d'accord à la taxe sur la transaction financière destinée à lutter contre la spéculation. Ces recettes doivent être affectées à la coopération au développement. Donc, il souhaite que ça couvre l'ensemble donc, des transactions, obligations, actions, opérations de change, produits dérivés, etc. Et donc, ce ne pas se limiter aux institutions qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne. Écolo, donc favorable évidemment. Affecter une partie des recettes aux pays membres. Oui, là, donc ils mettent l'accent sur le fait qu'en Belgique, on a une taxe sur les opérations de bourse, une taxe sur les opérations de bourse qui pourrait faire un parti double emploi avec la TTF. Donc il faut évidemment ne pas perdre les recettes fiscales, mais bon, mais en même temps, ces fonds devraient servir à financer les politiques sociales et de transition écologique. Au niveau du MR, ils sont favorables à une TTF, qui doit limiter les mouvements purement spéculatifs, mais le taux doit toutefois être réduit afin de ne pas entraver les transactions productives, de ne pas nuire à l'attractivité économique. Hein. Voyez-vous, évidemment, on les reconnaît bien là. PTP-Go, évidemment, est favorable. Et en plus, pour lutter contre la spéculation sauvage, il réclame une interdiction des fonds d'investissement, des fonds de spéculation, des produits financiers dérivés et structurés, de la spéculation à court terme et du short selling. Évidemment, il faudrait arriver à ça aussi. On ne l'a pas mis dans nos propositions, mais tout ça est lié, évidemment. Le CDH, eux... Short selling, c'est les ventes rapides. Les ventes rapides. Ventes rapides, exactement. Short selling, ventes rapides. Donc, le CDH, ils attendent que les 11 États donc, de la coopération renforcée fassent la même chose que nous. Bon. Et donc, il faut un champ d'application le plus large possible. Et à terme, la TTF doit se faire dans le plus grand nombre possible de pays membres et les recettes servir aux politiques d'emploi et d'investissement. Très bien. D'investissement, c'est ça qu'il dit. Ouais. Okay. Alors, le FDF, lui, est très honnête dans sa réponse. Il dit que oui, en principe, mais à son instauration au seul niveau, mais non à son instauration au seul niveau de la zone euro. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire au niveau mondial, quoi. Enfin, au niveau européen au minimum, mais pas au niveau mondial. Donc voilà, on reporte au calendrier, évidemment, à partir du moment où on fait ça. Mais c'est clair que le lobby bancaire est toujours là pour dire attention à la concurrence, si on le fait dans un pays ou dans un groupe de pays, les capitaux vont se déplacer. Mais évidemment, il faut faire ça intelligemment et faire en sorte, évidemment, qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Daniel, si tu permets, avant de passer donc, aux réponses flamandes, oui. Aussi bien dans la question et donc dans les réponses, il y a le réseau pose la question de l'affectation ou donne une position là-dessus. Je suis un petit peu surpris par ça. Quand on prélève un impôt, on ne va pas décider de l'affectation. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au début d'attaque, lorsqu'on a mis ça, les initiales d'attaque, c'est la question. Pourquoi taxe pour les transactions financières pour l'aide aux citoyens, c'est un petit peu dans notre core business. Mais c'est vrai qu'un impôt, on ne peut pas l'affecter. Oui, d'accord avec le... Si, normalement. Ça peut faire entrer. Ce que je vous propose, c'est de ne pas se lancer dans le débat maintenant, c'est de laisser Daniel terminer. Je pense qu'il n'y a plus que la position flamande à voir sur la transaction financière. Et puis Daniel va nous faire un rapide aperçu de quels ont été les échanges au cours du colloque et de la confrontation avec les partis, qu'est-ce qui en est sorti. Et puis on discute. Vous posez toutes les questions que vous voulez, mais sinon on ne va pas terminer. Ok. Donc voilà. Au niveau non néerlandophone. Donc là, le SPA est pour une base la plus large possible donc, de cette taxe sur les transactions financières, pour lutter contre la spéculation et pour avoir un système financier plus stable. Le CDNV est également favorable. Okay. L'OpenVLD, évidemment, la condition, c'est qu'il y ait suffisamment de pays européens
qui l'applique, le NVA, au niveau mondial, très bien. Autrement, évidemment, c'est l'argument des banques, évidemment. Hein. Autrement, ça va nuire à la concurrence de notre secteur financier. Voilà, j'ai terminé en tout cas au niveau de la présentation des PowerPoint. Merci Daniel. Tu nous dis quelques mots de... Alors, je vais vous dire quelques mots. Donc, le colloque, donc on a exposé, ce que je viens de vous dire, ça a été également exposé évidemment donc, devant le public, il y avait 120 personnes et donc les représentants des partis. Alors, les représentants des partis, c'est un peu dommage parce qu'au niveau francophone, à part le ML, ils étaient tous représentés. Par contre, au niveau flamand, il y avait juste Groen. Bon, ils ont envoyé... Bon, c'est une question peut-être de méthode. Moi, j'ai également invité tous les parlementaires membres de la Commission des finances et du budget de la Chambre et du Sénat. Au niveau flamand, ils ont invité les partis, présidents de partis, qui, à mon avis, n'ont pas fait circuler l'info vers le bas. C'est un peu dommage, parce que tactiquement, c'est un peu dommage qu'on n'a pas eu la présence de politiciens flamands autres que Groen. Et évidemment, PVDA, par l'intermédiaire de Marco Van Hees, puisque le PTB reste reste un parti unifié, quoi, hein, en Belgique. Enfin, bon, deux partis flamands sur l'ensemble, ça me paraît quand même peu. La discussion, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils n'ont pas tellement fait de remarques sur l'analyse qu'on a fait. Ils ont en gros un peu approuvé, peut-être un peu détaillé, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Le débat avec la salle était très bon parce qu'il y a eu pas mal de questions assez critiques, assez même dérangeantes, parfois notamment sur le lien évidemment incestueux parfois entre la politique et les affaires, les gens qui ont battu par le dos de la cuillère, mais c'est évidemment les choses réelles. Hein. Si notre système fiscal et social est aussi injuste, c'est clair que les milieux financièrement favorisés plutôt, ont quand même l'écoute des partis, et pas seulement des partis de droite. Hein. Donc c'est clair que là, il y a eu des questions. Bon, ils ne se sont pas dérobés à la question en partie, mais enfin, sur cette question des liens incestueux, c'est vrai qu'honnêtement, là, c'était pas vraiment des réponses très... Bon, ils ont évité la question. Ouais. Ils ont évité la question, à mon avis, ça les dérange un peu. Mais autrement, c'était des questions peut-être plus techniques. L'intérêt, moi, je trouve, de ce débat, c'est que les gens étaient dans la salle, ils pouvaient au moins... C'est pas tellement sur le fond que c'est intéressant, c'est sur la forme, quoi. Sur le fait de mettre en dialogue des citoyens ordinaires avec des politiciens qui s'y connaissent dans la question, parce qu'en fait, ils ont tous envoyé des gens qui connaissaient bien la question, ils n'ont pas envoyé des têtes de Turcs. Donc là, c'est vrai qu'au niveau donc, du PS, il y avait Ahmed Lawesh, au niveau des Colors, il y avait Georges Pinet, au niveau de Groen, il y avait Meirem Almechi, au niveau de... donc il y avait Marco Van Hees au PTB, et alors FDF, CDH, c'était le secrétaire politique dont j'ai oublié le nom, mais le secrétaire politique du CDH qui n'est pas connu, mais qui connaissait la question visiblement un petit peu. C'était Bernard Dresse qui devait venir, mais il n'a pas pu venir, enfin il s'est excusé au dernier moment. Et au niveau FDF, c'est un député régional bruxellois qui s'appelle, je ne sais plus son nom, voilà, je ne sais plus, c'est pas très connu, mais... De Bloc ? Non, député régional bruxellois, donc de FDF, j'aurais dû noter, mais enfin bon. En tout cas, donc l'intérêt pour moi du débat, c'était mettre en relation le citoyen moyen et du personnel politique, et qui a des gens. Donc sur le fond, je n'allais pas retirer grand-chose, plus que ce que je viens de vous dire, mais moi je trouve que l'exercice est bien, parce que d'une part, c'est important quand même que les politiques se rendent compte d'un sujet qui touche les gens de plus en plus. Avant c'était un peu un sujet tabou, qui faisait que, bon, d'abord les gens, quand on leur disait « vous paierez moins d'impôts », ben, c'est très bien, et tout le monde a gobé le message du MR à la bouche ouverte sans difficulté. Maintenant, il y a quand même, on sent quand même une écoute un peu plus critique par rapport à des positions, un peu parfois quand même très populistes. Hein. Et donc, on sent quand même qu'à ce niveau-là, le public mûrit un peu. Et le fait donc, que ce débat a lieu sur cette question, je trouve qu'il y a une évolution. Si on se promet 10 ans en arrière, quand le réseau travaillait au début et maintenant, cette question devient d'actualité, et vachement d'actualité. Et c'est quand même des débats politiques, quoi, parce qu'on voit quand même les clivages droite-gauche, on touche... voilà, c'est pas des faits divers, quoi, c'est quelque chose, à mon avis, sur les... Voilà, en gros, mon impression. Hein. Ok. Merci, Daniel. Ben, on va peut-être maintenant... Oui. Vous donner la parole, sachant qu'après, je trouve que ce serait intéressant de revenir vers Daniel pour voir si le réseau justice fiscale
a fait un peu un tableau au-delà de qui répond quoi, de finalement qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de majorité qui pourrait se constituer, où est où est l'axe. Il y a quand même pas mal de partis qui peuvent être d'accord sur certains aspects, ça veut dire que s'ils constituent des majorités, ce sont des mesures qui doivent passer, et l'autre aspect, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'ils considèrent comme fondamental, sur quoi ils n'iront pas au pouvoir si, enfin, ils ne passeront pas d'accord de majorité si ce n'est pas dans le programme. Mais je propose d'y revenir après et que vous puissiez d'abord vous réagir et poser vos questions. À qui la parole? Mais je voulais juste savoir, toutes ces réponses des partis, c'est publié dans le réseau de finances alternatives, Justice de fiscale. justice fiscale, mais ce n'est pas plus, ce serait pas intéressant d'en faire un document qui est tout public pour voir un peu que les gens, avant de voter, sachent. Il faudrait simplifier. Bon, ça, il faut voir la forme, oui. Parce que la majorité des gens oui, ça. Mais ça on leur peut passe au-dessus de la pas tête ça. et ils n'iront même pas, ils ne passeront même pas la catégorie. On a invité dans la presse au colloque, il n'y avait personne. Quoi, hein. Personne. J'ai envoyé des communiqués de presse après pour un petit peu montrer. C'est pas facile non plus. Donc c'est vrai que la presse, c'est un peu technique quand même. Hein. Enfin, il m'a fallu 1 heure pour préparer, un peu plus pour présenter ce truc-là. Hein. Et en plus, c'est une partie du programme fiscal des partis. C'est les questions, on a très ciblé, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pour nous les priorités. Mais techniquement, pour un journal, c'est peut-être difficile de... Voilà, comment présenter la chose, quoi. Donc la question sur laquelle il faudra revenir, c'est la réaction de Raouf. Donc, publier les réponses, mais les traduire simplement pour qu'elles soient appréhendables par tout le monde. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Si, parce que le PowerPoint ne suffit pas. Il faut expliquer ce que c'est que des revenus définitivement taxés, réexpliquer ce que c'est que les intérêts notionnels, etc. Oui, ça c'est un glossaire alors, ça d'accord. Ça doit aussi être technique, il y a un moment où la simplification... Mais voilà, ce n'est pas plus simple que ça. Tu perds toute Moi je l'information. crois aussi, Avec un glossaire, je suis d'accord, mais plus simple que ça, il n'y a pas moyen. Alors, le camion poubelle passant. Si je peux ajouter Marc et puis Michel, oui. un petit mot sur la publication. Il y a le réseau d'abord qui le publie sur son site, ça c'est la première chose. Oui. Alors peut-être qu'il faudrait essayer d'encourager les membres de la plateforme à diffuser. Oui, aussi. Aussi. À diffuser, ne serait-ce qu'un mini encart. On a fait ce travail-là avec le réseau justice fiscale. Allez voir. Peut-être pas faire la présentation en tous les avant les élections, c'est important. Avant les élections, Mais faire circuler l'information, sinon c'est un petit peu dommage. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Michel? Une question historique, tu as commencé par dire que les appuis sociaux étaient le résultat de dispositions prises par le Conseil national de la résistance. Est-ce que nous avons eu un Conseil national de la résistance en Belgique? Non, mais c'est-à-dire que... Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, il y avait le gouvernement, où il y avait le gouvernement qui était... le gouvernement se trouvait à Londres à ce moment-là, et je sais bien qu'il y a eu des discussions à l'époque entre les représentants des travailleurs, les représentants du patronat, pour dire la guerre finie, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner aux travailleurs pour qu'ils puissent participer à l'effort de reconstruction? Qu'est-ce qu'on va lâcher? Et les patrons, évidemment, n'étaient pas en position de force, surtout ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi, évidemment. Mais j'aime bien prendre l'exemple de la France, parce que là, évidemment, la résistance, là, est pronifiée, les communistes, les gaullistes et tout ça. Il y a eu ce document quand même très intéressant, qui a été à la base également, donc enfin, on est quand même fort proche au niveau politique entre la France et la Belgique, pour ça je fais un peu un rapprochement, parce que c'est vrai qu'on est quand même cousins au niveau social et au niveau fiscal, quoi. Hein. Il y a quand même pas mal de rapprochements. Mais je ne suis pas historien, je n'ai fait qu'un petit incise historique là, mais c'est vrai qu'il y a eu un rapport de force à l'époque, qui fait qu'on a eu ça. On n'est plus du tout dans ce rapport actuellement, c'est ça qui fait que ça change tout, quoi. Hein. Bien sûr. D'autres réactions? En tous les cas, on n'est pas surpris de rien. Parce qu'avec la mésentente qui existe entre les différents partis, et puis ils soumettent ça à la condition que ça soit accepté par les autres pays, au moins européens, ça veut dire qu'il n'y aura rien de fait, en réalité. Bon, c'est un constat, ils ont répondu, c'est bien, bravo, bon. Alors,
tout en sachant que ils sont en train d'enfumer tout le monde avec leurs réponses. On va les prendre en tenaille au niveau européen. Madame, et puis Marc. Oui, donc effectivement c'est très éclairant, c'est très technique aussi, mais je suis sûre qu'il y a des moyens de rendre ça plus accessible et d'être plus pédagogique pour le commun des mortels et pour nous sommes tous. Mais moi ce qui m'inquiète c'est très intéressant, ah oui le PS a l'air plus ou moins ok, le Québécois aussi, même le CDH a l'air... Mais une fois qu'on vote pour ces gens-là, comment être sûr qu'ils vont appliquer et ils vont se battre pour cette réforme. Donc le problème c'est qu'on va nous demander de voter, et puis après, qu'est-ce qui va se passer avec notre vote et comment continuer à les pousser pour qu'ils le mettent en place, des mesures qui sont plus équitables, plus justes. Tout à fait. C'est ça j'ai pas de réponse par rapport à ça et je serais intéressée d'avoir votre opinion. Oui, mais d'où la question que je posais, mais je ne sais pas si vous l'avez posée au parti, Daniel, c'est de leur dire quels sont vos incontournables, c'est-à-dire sur quoi vous décidez que ça c'est une question suffisamment cruciale que pour ne pas accepter un accord de gouvernement qui ne comporterait pas telle ou telle mesure. Vous l'avez posé, ils ont répondu. On l'a posé. Pour certains, dont la priorité, c'est de faire passer donc, la taxation donc, des revenus du capital, des revenus du travail, donc de baisser cette taxation et de le faire plus supporter sur les revenus du capital. Donc pour certains, c'est une priorité, on le sent. Oui. Mais c'est surtout ça qu'on sent, quoi. Et aussi, pour certains aussi, le fait de la suppression des niches fiscales au niveau de l'impôt des sociétés, c'est vrai que pour certaines... Maintenant, c'est pas parce qu'ils nous disent que c'est prioritaire pour nous. Évidemment, dans une négociation gouvernementale, il y a tellement de sujets. Et puis, il va y avoir la négociation avec le Nord, et il y a des tels clivages, en plus Nord-Sud, hein, pas seulement gauche-droite. Ils proposent ça dans leur programme, ou en tout cas dans la réponse à nos questions, mais dans une négociation, ils ne vont pas nécessairement arriver à ça, quoi. Il y a tellement d'autres choses à négocier que, entre ça qu'on va dire aux électeurs, voilà ce qu'ils proposent, et la réalité après, il risque d'avoir quand même une marge, quoi. Et alors surtout, évidemment, ce qu'on oublie de dire, oui c'est vrai que c'est important de le dire aussi, c'est que le pacte budgétaire européen va forcer la Belgique, à terme, à limiter sa dette à 60% du PIB. On est à 100% actuellement. Et donc, on va devoir faire un effort annuel de... J'ai oublié le chiffre. Enfin, 2 milliards. Ouais. Combien c'est de 10 milliards d'euros par an de nouveaux efforts en supplémentaire. Et ça, on ne dit pas ça avant les élections. Donc ça, nulle part, ça n'a été dit. Et donc c'est après qu'ils vont dire, ah oui, pour que l'Europe nous considère pour un bon élève, pour que les marchés financiers continuent à lui faire confiance, on va, soi-disant, alors c'est un chiffre en l'air évidemment, hein, le Japon n'a pas cette dette-là, comme faisait remarquer Henri Houbet, les États-Unis non plus. Enfin, nous, d'une manière dogmatique, on a décidé au niveau européen que le montant de la dette ne doit pas dépasser 60% du PIB. Et donc, par belle ou par lettre, on va devoir arriver à faire ça, mais avec quels moyens, quoi. Donc ça c'est, je crois, la du prix du système. Donc c'est très beau tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû dire, enfin bon. Et c'est en plus, donc c'est vrai que ça complique vraiment, je veux dire, un choix citoyen, parce qu'entre ce que le politique va nous promettre maintenant, et puis ce qui va se passer lors de la confection des budgets, il va avoir, enfin c'était, je crois, c'était là dans le soir d'aujourd'hui, hein, je voyais l'article là de Béatrice Delvaux, la grande désillusion du mois de juin 2014, quoi. Oui, mais pour ne pas abandonner, si tu permets, c'est sur le même sujet. Mais pour ne pas abandonner, je dirais, la question qui, moi, je pense, est fondamentale. Hein. Ok, donc la première question, c'est de demander quelles sont les lignes rouges. Et même s'ils donnent des lignes rouges, ils vont devoir recomposer après. Mais tout ce qui recompose après, c'est hors contrôle. C'est hors contrôle, parce qu'on dit, ah oui, mais maintenant la directive de ceci, la commission de cela, nous impose des objectifs. On voudrait bien, on aurait voulu, mais... Bon, alors à partir du moment où on a voté, comme on le rappelait tout à l'heure, pendant 5 ans on ne vote plus. Pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On attend, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a encore comme prise? Pour moi, la question est fondamentale, sinon on nous raconte, on nous met des couches de peur, ceux qui veulent bien, d'autres non, et puis après... En fait, ce qu'on devrait poser comme question, c'est
comment chaque partie voit les efforts à faire pour qu'on arrive à 60%, c'est quelque chose qui a imposé. Si on accepte l'idée de passer à 60%. Si on se positionne pour annuler ce dictat des 60% et dire il n'en est pas question, on ne va pas encore comprimer encore plus les gens qui travaillent, les pauvres et les précarisés. Mais ça, est-ce que... Oui. Mais là, on vient sur une autre question qu'on a déjà abordée et qu'on sera forcé d'encore beaucoup aborder. Mais ici, je pense qu'on doit rester centré sur... Oui. Dans l'analyse des réponses qui a été faite, donc c'est vrai que c'est un truc qui manque. Moi, j'ai quand même les réponses globales ici. Et donc, ils ont comme répondu, ça n'a pas été mis dans le PowerPoint, sur leurs priorités. Donc, la question que, notamment, Attaque de Bruxelles, on avait dit, quelles sont les priorités sur quoi pour vous, qu'est-ce qui est incontournable pour vous? Voilà. Le PS dit, au niveau national, assurer une transmission automatique au fisc par les banques et compagnies d'assurance de toutes les données concernant les revenus financiers et les plus-values. Intéressant, ça c'est ce que le Parti Socialiste répond. Le CDH, ah bah oui, c'est une longue litanie. Créer 140 000 emplois, ça c'est les 5 objectifs majeurs. Soutenir les familles, valoriser les travailleurs, défendre les jeunes, aider les entreprises. Bon, vous voyez, c'est déjà plus large, quoi. Le PS a eu une réponse, je trouve, plus claire. Qu'ici, bon, on dit on va créer 140 000 emplois, c'est n'importe quoi, hein. Et puis alors, donc écolo. Les Européens, ils vont voter PP avec le PS. Écolo dit ceci. Pour l'écolo, la priorité doit être de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale en s'en donnant des véritables moyens, via un renforcement des services du SPF Finance et des services publics, justice, donc ils sont spécialisés dans la pénalisation de la fraude, c'est ce qu'on demande évidemment, mais également via un meilleur échange automatique d'informations, via la mise en œuvre des recommandations issues de la commission d'enquête sur la grande fraude fiscale évidemment. Au-delà, une réforme est nécessaire dont l'objectif doit être de rendre le système fiscal plus juste et plus solidaire. Donc, et comment éliminer certaines discriminations horizontales, etc. Enfin bon, voilà, ils ont quand même un peu détaillé. Hein. Donc, on a quand même... Alors le MR, est-ce qu'ils ont répondu à ça? Ah, on est resté. C'est EDF. Excusez-moi, donc ça c'est vrai, c'est les limites du système. C'est que... Pour moi, il faudrait traiter ces données pour faire apparaître tout ça. Quelque chose qu'on devrait poster sur nos sites. Je ne sais pas si voilà, le MR, en effet, eux, ils ont eu la question. Ils n'ont pas répondu à cette question-là. Mais c'est comme pour tout, quoi. Ils ne chiffrent pas ce que ça va coûter. Enfin, ils disent que ça chiffre beaucoup moins que quelle est la réalité. Et si les priorités, ben voilà, ils ont préféré ne pas répondre à la question. Ok. Alors, Marc, tu voulais réagir, et puis Raouf, et puis Pierre. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, d'abord, on pourrait peut-être compléter sur ce qu'on affiche, les priorités affichées par chaque parti. Bon, même si c'est du CH, c'est très global et ça n'a pas grand-chose à voir avec le mémorandum RGF qui a été fait. Et puis alors, il y a peut-être un second exercice qui peut être fait dans quelques mois. C'est quand il y a un accord du gouvernement, les remettre sur le grill. Vous aviez... il y avait ça comme truc. Alors, quelque part, c'est un exercice qu'on pourrait dire peut-être un petit peu vain, puisque les élections ont eu lieu et on ne vote pas avant 5 ans. Mais en attendant, c'est une façon de continuer à mettre la pression dessus. Tout à fait. Moi, je voulais prendre dans ce sens-là, parce que c'est des documents sur lesquels on doit revenir après. C'est d'autres sortes de contrats. On doit essayer de les houspiller après pendant ça. Bien sûr. Raouf et puis Pierre. Non, c'est-à-dire que bon, ces réponses, il n'y a rien de contraignant contre les partis qui ont fait ce genre de réponse. Et d'un, et de deux, l'argument massif qui nous sert chaque fois quand on leur dit vous avez dit ça, vous avez promis ça, vous avez fait, ils disent nous sommes dans une coalition, nous devons faire des concessions, mais ce qui est bizarre, quand c'est antisocial, ils font des concessions, mais quand c'est quand c'est par exemple les intérêts nationaux, ça passe, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de désaccord. Alors ils ne sont plus obligés de faire des concessions quand c'est antisocial. Mais quand c'est pour aider la population, nous sommes pas votez pour nous, si nous sommes majoritaires, on a. Pierre ? Voilà la réponse. J'avais une question par rapport aux différents aspects qui ont été abordés de la question sur la fraude fiscale. Donc, vous avez parlé de la réforme du MR qui était estimée à 17 milliards, je ne me trompe pas.
vous avez fait, par rapport aux différentes questions, des estimations financières coût-bénéfice sur les autres propositions. Mais les autres partis, ils proposent des réformes neutres budgétairement. Donc, en tout cas, au moins PS et Écolo, c'est clair que ce qu'ils proposent, il faut pouvoir avoir des recettes équivalentes aux dépenses, enfin au moins... C'est donné d'un côté. Donc, c'est donné, c'est d'ailleurs ce que pour le MR proche au PS, c'est de prendre d'une main ce qu'ils donnent de l'autre. Enfin, ça a le mérite, si c'est pour prendre dans les revenus du capital, évidemment, plutôt que dans les revenus de la poche du travailleur, c'est intéressant. Donc c'est plutôt ça la logique pour les autres partis, c'est que ce soit neutre budgétairement. C'est le MR qui se détache vraiment, parce que lui, c'est vraiment les cadeaux qui sont chiffrés, sous-évalués, quoi. Sous-évalués. Et donc, Attaque va essayer, avant les élections, d'avoir plus de réunions pour faire ce travail justement de conscientisation. C'est quoi, comment est-ce que vous envisagez L'Attaque, c'est nous, hein, c'est nous tous. C'est un projet pour les élections. C'est nous tous, hein. Donc, non, ce qu'on a fait à Attaque, ensemble, donc il va être publié d'ici 2 jours, donc on a fait un mémorandum où on dit effectivement, on rappelle ce qui est fondamental pour nous sur 3 plans. C'est la question de la fiscalité, mais c'est aussi la question des banques et la question de la démocratie. Et donc, ce mémorandum, on va le distribuer le 1er mai, on va l'envoyer aux politiques, etc. Ce qu'il faut faire à partir du document qui a été rédigé là et du colloque, c'est effectivement faire savoir. Moi, je crois que le travail qui a été fait est très chouette, mais qu'il y a encore un travail de rendre plus lisible. Vous voyez que le micro est vraiment nécessaire. Et ce que je trouverais intéressant, Daniel, et que vous n'avez pas fait, mais c'est encore une petite étape supplémentaire, c'est d'arriver à aligner toutes les positions des partis francophones et néerlandophones sur une question pour voir où est le rapport de force. Donc s'ils faisaient une coalition telle, ben tiens, sur cette question-là, ils disent qu'ils sont d'accord. Donc après, il ne faut pas nous raconter qu'ils n'ont pas pu le faire parce que... Mais donc, essayer d'aller un cran plus loin dans l'analyse, et puis effectivement... voir ce qu'ils vont faire au-delà. Donc, certains ont répondu sur quelles sont leurs priorités. Hein, donc, quand même, chacun a son fil rouge, ses balises, et normalement, chaque parti, il y a des points sur lesquels il ne conclura pas un accord de gouvernement si tel point n'est pas présent ou si tel autre point est présent. Et donc là, ils sont moyennement clairs, je trouve, sur cette question-là. Mais donc, ce qu'on veut faire encore d'ici les élections, c'est faire connaître le plus possible ces positions et essayer de les analyser encore un cran plus loin. Et je ne sais pas si vous avez des idées sur comment aller plus loin. Non, et vraiment, oui, vas-y. Non, je disais que c'est un peu court pour que ça arrive avant les élections. Il n'y a plus moyen, c'est dans un mois, quoi. Dans un mois, c'est rien. C'est impossible de vulgariser et d'informer la population. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas ceux qui connaissent, quoi, c'est les initiés. Parce que bon, s'adresser aux initiés, ça ne sert absolument à rien. C'est la population qui doit, c'est majoritaire et qui est les 90% de la population. Pour atteindre les 90% de la population, il faut s'y prendre beaucoup de choses. Et donc on peut essayer de faire passer les choses dans les médias. J'ai l'impression que les médias ont couvert ponctuellement. Ils ont parlé de la réforme et du chiffrage d'ailleurs de la réforme proposée par l'OMR. Il y a eu des matins RTBF Première et d'autres émissions sur ce que proposent les uns et les autres. Une présentation aussi systématique sur une série de questions, comme vous l'avez fait. Je trouve qu'il n'y a pas eu. Et donc on peut essayer de leur servir ça. Mais ça voudrait dire arriver à aller un cran plus loin dans la lisibilité, dans la traduction aussi. Anne, peut-être on peut tronçonner. Il faut traduire la position des partis flamands et arriver vraiment à synthétiser ça dans quelque chose de très très lisible. Et puis il faut le proposer à l'ensemble des médias. Mais je sais que la RTBF, avec les élections, a un studio spécial pour elle invite. Il y a le moyen de poster des lettres et tout. Donc absolument. Vraiment vous avez raison. Cette adresse de nos questions. Mais je sais.
Si tu demandes des Oui. suggestions, faites-moi On a jamais encore dire. le taxe du système aussi. Oui, Pour essayer c'est au mois de juin, mettre une couche. ce sera après les élections. Ce sera après les élections. Mais là, C'est là le but, c'est fin quand même. mai. Le but, ce sera le 13 juin. Le but, c'est. 13 juin. Ouais, ou cette façon, on l'a mis le 13 juin après les élections. Le but, c'est justement, ils vont commencer à négocier, et donc, enfin, on ne sait pas où ils en seront le 13 juin, mais c'est déjà faire peser Voilà. sur les gens qui seront autour de la table en disant voilà nos priorités, qu'est-ce que vous faites avec ça, quoi. C'est pour ça qu'on fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de vraiment. Je trouve que d'abord, nous, on peut jouer un rôle, puisque ce sera sur le site, ce sera atteignable par chacun de nous. On peut multiplier ça et faire distribuer autour de nous. Moi, je trouve que c'est des documents qui ne peuvent pas être synthétisés beaucoup plus, parce que sinon, il n'y a plus rien dedans. Mais donc, c'est une chose, on peut agir chacun, et je pense qu'il faut les présenter non seulement comme des promesses préélectorales, mais également sur des contrats sur lesquels, si on vote pour eux, et on viendra chez eux sur ce qu'ils ont. Enfin, il faudra les suivre, quoi. Et je crois qu'il faut voir ça dans cette logique-là, quoi. Sinon, d'ici le 25, je ne vois pas d'autres possibilités. Écoute, c'est un peu difficile. Vous dites, ah, c'est simple, on peut plus simplifier. Dire à quelqu'un, voilà, réorienter les intérêts notionnels. Déjà, la moitié de la salle aura des difficultés à l'expliquer. On peut faire un lexique. Alors, ne dis pas que c'est facile, on peut plus simplifier, sinon on ne comprend plus rien. Si tu dis ça, réorienter les intérêts notionnels, déjà, intérêts notionnels, c'est pas ce que c'est. Mais réorienter les intérêts notionnels, qu'est-ce que ça veut dire réorienter? De toute façon, ils ne disent pas ce que ça veut dire réorienter les intérêts notionnels. Si on n'est pas terre à terre, on n'arrivera à rien. C'est du voilà, on a un site, on a placé le travail de machin, et voilà, c'est terminé. Qui va faire les sites? Très peu de gens. Parce qu'il n'y a pas que le site de RJF qui est à consulter. Chaque personne, chaque groupe, chaque mouvement social a un site et demande qu'on aille voir son site. Alors si tu passes la revue de tous les sites qu'il faut visiter... Mais je trouvais que la proposition de Madame de proposer ça, donc d'arriver à une formule encore plus synthétique, simple, claire, qui reprend la position de l'ensemble des partis, qui montre où est le centre de gravité sur chaque question, qui donne un peu d'explication sur chaque question, et proposer ça aux médias, et proposer ça à la RTBF première, je trouve que c'est une bonne idée. Et on peut se fixer ça comme boulot. Il faut juste décider avant la fin de cette soirée de comment on y arrive dans ces délais. Au point de vue de la présentation, la Ligue des droits de l'homme a fait un peu le même travail, a envoyé toute une série de questions aux partis politiques. Je crois que c'était 25 questions, c'était assez long. Mais c'est vrai que eux, il y avait une question et tu avais le bandeau avec 8 partis, si je me souviens bien, avec leur réponse. Absolument. Machin. Et une question, un bandeau par page. Oui. Alors là, on était dans des PowerPoint qui étaient pour des diffusions, grand écran au Parlement, des choses comme ça. Donc, tu es très limité sur la mise en page, etc. Tu ne peux pas mettre beaucoup de choses. Mais sur un document plus, comment dire, de diffusion interpersonnelle, tu peux te permettre de rétrécir les cases, etc. Quitte à traduire un petit peu les phrases trop bateaux de certains. Tout à fait. Mais au vu des délais, il faut vraiment qu'on puisse décider ce soir comment est-ce qu'on finalise cet exercice et qu'on rentabilise au mieux pour la traduction, pour la synthétisation, pour les contacts presse. Oui. L'adresse du site, c'est rjf.be. Donc c'est lesgrossefortunes.be. Oui. Ah, lesgrossefortunes.be. Oui. C'est pas ne laissons pas échapper, c'est les grosses fortunes. Grossefortunes.be. De toute façon, vous allez tomber peut-être sur le site flamand, mais il y a une version française. Oui. Tout de suite. .be. Mais tu tapes les grosses fortunes et il te le propose directement sur Google. Bien, est-ce qu'il y a encore des réactions, des questions, des suggestions? Mais un point qu'on a peut-être un petit peu éludé tantôt, c'était la question de Franco sur la TTF et éventuellement son affectation. Oui. On a dit on en parlera après. Absolument. On n'en est pas vraiment revenu. Revenons-y. Ton point de vue peut-être là-dessus, Franco. Comment? Ton point de vue. Mais moi, j'ai tout pas. Dans mon esprit, je pense que quand on discute de cette question-là, il y a un accord pour dire que les impôts qu'on prélève ne doivent pas être affectés
tel impôt affecté à telle dépense, tel autre impôt à telle dépense. Les impôts viennent dans le budget de l'État qui ensuite est réparti d'une certaine façon. Alors j'entends bien que attaque à l'association pour les la taxation pour les transactions pour l'aide aux citoyens. D'abord, je dirais 2-3 commentaires quand même pour démystifier ce truc-là. C'est qu'il fallait créer un acronyme cette fois-là. Et Ignacio de Ramonet a trouvé le soir comme ça un truc. Il ne faut pas fétichiser l'affaire. Il voulait donner un nom qui fasse, qui choque, hein, qui frappe. Il a trouvé cet acronyme-là. Merci à lui. Mais c'est juste ça, quoi. Hein. Il ne faut pas fétichiser, je pense, l'affaire. Outre l'action pour l'aide aux citoyens, les Français eux-mêmes aujourd'hui disent non pas pour l'aide aux citoyens, pour l'action citoyenne. Donc, oui, c'est ce qui apparaît maintenant. Ils sont en train de changer un petit peu le monde sur les langues. Donc je dirais, ne mettons pas d'importance là où il n'y en a pas. Mais je dirais, si nous disons, et je pense que c'est dangereux d'affecter, de dire tel impôt sera affecté à cela, si nous pensons que ce n'est pas un bon principe, on doit arrêter de le défendre, même si c'est dans l'acronyme d'attaque. Il faut, alors, ça fait 16 ans, ça a été créé dans cet esprit-là. Moi, je pense qu'on ne doit pas insister là-dessus, c'est mon opinion. Et donc, si c'est un principe qui est pas correct et qu'on ne défend pas, ben, ne continuons pas, je pense, à le mettre sous prétexte que c'est dans l'acronyme d'attaque. Ça, c'est juste pour répondre à... Et puis j'en aurai d'autres, mais je ne sais pas maintenant si tu as posé la question. La taxe Tobin originale, dans la version que Tobin avait déterminée, c'était pour faire de l'aide au développement. Il fait ce qu'il veut, lui. Lui, c'est lui. Non, mais c'est lui, nous, c'est nous. Je veux dire, on a des principes. Dans la vision, Tobin, quand il a développé le concept intellectuel de taxe sur une transaction financière, c'était pour générer des énormes masses vu le caractère très large et voire mondial de la taxe, avoir une masse critique qui permet d'affecter massivement de l'aide aux pays en voie de développement. Et ça a été un petit peu dans mon esprit, mais je ne suis pas à l'origine, je n'étais pas là il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'était un peu ça qui était vu. Et là, on constate maintenant ceux qui sont les plus, qui mettent plus d'énergie dans la défense de cette taxe, c'est moins attaque dans nos pays, peut-être plus en France qu'en Belgique, mais ce sont les ONG, donc Oxfam, le CNCD, Elf, et eux, dans leur optique à eux, évidemment, ils soutiennent ça pour l'aide au développement. Et c'est eux qui font le travail, surtout maintenant, je dirais, de lobbying. Ça, c'est une des dérives. Et donc voilà, ça explique aussi, quoi. Moi, j'appelle ça une dérive. Hein. Mais la taxe Tobin aussi est faite pour limiter la spéculation. Avant et tout. La taxe Tobin Span est encore plus préventive dans la mesure où elle empêche qu'on spécule sur la monnaie d'un pays. Dans la vision d'attaque, le but principal, c'est la lutte contre la spéculation. C'est pas du 0,1%, mais quand on s'attaque à une monnaie, on peut arriver jusqu'à 81%. Exactement. Ça, c'est la logique. Voilà, mais donc à l'origine, la taxe, monnaie d'un pays. c'était exactement pour lutter contre la spéculation. En 2004, ils ont accepté ça. Oui, on s'en rappelle. En utilisant l'affectation, c'est devenu maintenant porté, et c'est une dérive, par une série d'autres associations. Et finalement, la finalité de toute cette opération, c'est surtout pour avoir des budgets pour l'aide au développement. Et finalement, la lutte contre la spéculation est passée au second plan. Non, non. Si, dans la campagne, ça a été utilitarisé là pour... oui. Je trouve pas, je trouve que l'aspect lutte contre... C'est dire, voilà, tout le temps on dit qu'on n'a pas d'argent, qu'on est en crise, les hôpitaux deviennent chers, que les écoles deviennent chères, qu'il y a des écoles privées, on dit tout le temps, mais il y a de l'argent dans des poches, c'est ça. Donc l'idée c'est, l'argent est quelque part, donc je trouve que le versant, l'argent est quelque part, il s'enfuit, il reste, je trouve pas qu'il fuit, mais peut-être que le volet va trop au développement et au sud, on devrait rappeler que même toutes nos taxes, pas seulement les taxes sur les transactions financières, on devrait être exigeants sur les destinations de nos taxes. Je crois qu'on doit le généraliser à toutes les taxes. Et peut-être rappeler que le premier objectif de la taxe Tobin, c'est de lutter contre la spéculation. Oui. Une autre question étant l'affectation. Oui, mais la lutte contre la spéculation elle a un but en soi. On ne lutte pas contre la spéculation
Si, la spéculation est parce que c'est de la fraude, oui, mais oui, d'accord, mais je veux dire, elle ne peut pas être uniquement, elle ne peut pas avoir sans but. C'est versé au budget de l'État, et puis on décide, et puis un autre débat est l'affectation. Oui. D'autres réactions sur la question de la taxe Tobin? La taxe sur les transactions financières, non? Je pense qu'on doit surtout avancer dans les moyens avant les élections maintenant. Oui. Mais donc ça, on a dit ce qu'on allait faire, après il faut voir qui va le faire. Ça peut être un argument pour ceux qui veulent diminuer les taxes de l'économie réelle, qui est créative d'emploi, etc. Dire voilà, si on taxe la spéculation, on peut en contrepartie diminuer les taxes de l'économie réelle. Parce que c'est un argument massue, ça. Parce que ça, quand on voit la masse monétaire qui est réservée à l'économie réelle et à l'économie spéculative, c'est du 1 à 60. Pour un milliard investi, il y a 60 milliards ou même plus qui sont investis dans l'économie spéculative. Donc si on taxait ça, on peut alléger de l'autre côté. Oui. Et là, comme c'est une taxe qui est négociée au niveau européen, même si la plupart des partis maintenant en Belgique sont pour, la France est à la limite plus en repli que du temps de Sarkozy par rapport à la défense de la taxe sur les transactions financières, quoi. Donc là, il y a un recul de Hollande par rapport à ça qui est vraiment dommage. Et alors, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais on parle toujours de diminution d'impôts, mais on n'arrête pas l'hémorragie qui est due au fait qu'on oblige les banques, enfin les États à s'emprunter sur le marché privé, ce qui fait que ce pourcentage qui est injustifié et qui est une masse monétaire extraordinaire qui fout pour rien. Donc ce n'est pas hors sujet pour attaque, c'est dans notre mémorandum, mais ce n'est pas dans la question de ce soir. Donc moi ce que je vous proposerais peut-être, c'est, je veux encore intervenir Franco ? C'est ça, donc on doit finaliser. Voilà, juste une remarque que je voulais faire encore aussi par rapport à la présentation de Daniel, c'est, tu as parlé du fait que les USA avaient une faible fiscalité. Moi j'ai lu dans la revue politique un article fait par Frédéric Panier qui expliquait le fonctionnement de la fiscalité aux USA et qui montrait qu'elle était quelque part plus juste que la nôtre parce que pour les grosses fortunes, ça, oui, ils payent une contribution à l'État infiniment plus juste que chez nous. Oui, mais la part du revenu national au niveau des recettes fiscales est plus basse que chez nous. Il y a quand même plus d'inégalités dans ce pays. Enfin, les services publics là-bas, c'est pas comme chez nous. La protection sociale, etc. Donc. Oui. Mais par contre, au niveau grosse fortune, c'est un fait. Oui, parce qu'ils prenaient les exemples de que paye Albert Frère et compagnie chez nous et qu'est-ce qu'ils paieraient aux États-Unis, et c'était beaucoup plus élevé. Bien, s'il n'y a plus de questions ou de réactions, je propose qu'on en vienne à qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériau-là d'ici les élections. C'est dit ? Oui, absolument. Donc il est vraiment temps de clôturer. Est-ce qu'on peut convenir pour les camarades de la locale, alors bienvenue aux autres qui voudraient contribuer, que, en tout cas, est-ce que ce serait possible de traduire? Mais en fait, je crois qu'il existe une traduction en français, mais je ne sais pas comment ça se fait, je ne l'ai pas sur ma clé, oui. Mais ça a déjà été traduit en français. Ça a déjà été traduit. Donc ça, il faut que je vous l'envoie, okay. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut, c'est faire un travail de compilation et d'alignement dans des, pour moi, je pense, dans un même tableau, des différentes positions et qui soit extrêmement lisible, simple. Là, ce document est beaucoup trop copieux. Je pense qu'on ne peut pas essayer de le vulgariser comme ça. Vas-y. Pour moi, on doit déjà commencer par séparer, mais bon, c'est normal dans la présentation qui était faite. Il y a le mémorandum, entre guillemets, du RJF avec ses constats et ses points de vue. Qu'on peut laisser sur le site, etc. Et à côté de ça, un deuxième document très simplifié en reprenant les points de vue. Nous demandons ça, quelle est votre réponse? Point à la ligne. Et déjà là, on réduit ça à une 10-12 questions, je pense, peut-être 15. Non, il n'y a pas 15 questions. Non, en fait, il y a 2 questions sur l'impôt des personnes très simplifié. Pour Pour celui qui en veut plus,
il peut aller voir sur tout le document où il y a tous les constats, etc. Et pourquoi on demande ça. Voilà. Celui qui s'intéresse à aller plus loin. Et en plus, sur l'international, il n'y a pas beaucoup de clivage. Non. Donc, ils disent tous plus ou moins la même chose. Comme je vous dis, la Belgique est poussée dans le dos par les autres pays. Donc, si on se limite au niveau clivage à l'international, il y a déjà moins de matière. Mais donc, ça devrait prendre la forme de, sur cette question-là, puisque telle partie sont d'accord, on ne comprendrait pas que cette mesure-là ne passe pas. Sur cette question-là. Par exemple, l'exonération des plus-values, c'est un bon exemple. Là, il y a tellement de gens qui sont pour ça maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas le faire Et c'est comme ça qu'on verra. Quand entre la déclaration d'un parti politique et la réalité du lobby bancaire et financier qui a le pouvoir réel en Belgique, on peut quand même dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas le Parlement qui décide chez nous, c'est le lobby bancaire et financier. Et on verra comme ça qui décide, on verra qui a le pouvoir réel. Oui, mais enfin, juste, allez-y. Par rapport à ça, c'est quand même des politiques qui votent les lois, donc c'est facile. C'est comme quand on dit oui, c'est pas nous, c'est Bruxelles qui impose les directives. Mais Bruxelles, c'est qui? Bruxelles, c'est tous les pays, tous les représentants, tous les élus. Donc il faut, enfin, je pense que ça crée la confusion, non? Enfin, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais donc vous raisonnez très justement. Effectivement, j'ai l'impression qu'il faut faire attention et redonner de dire que ceux qui ont le pouvoir, c'est nous les citoyens. Voilà. Et ceux qui l'appliquent de façon très efficace, c'est les représentants élus démocratiquement. Vous parlez de lobby, pourquoi on ne fait pas un lobby citoyen? Voilà, mais c'est le but d'attaque. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait pour le moment. On reste entre un lobby que reste là. Populaire. Là, on part pas. Qu'est-ce que tu suggères? On va s'y mettre. On va la faire. Très bien. Et comment? Bienvenue. On peut terminer notre présentation en disant nous analyserons le projet de gouvernement à l'aune de... Évidemment, évidemment. Et on vous reviendra avec une analyse sur ce qui est... Donc si ça a déjà été traduit, reste à voir maintenant qui est prêt à faire le travail de condensation et d'augmentation de la lisibilité des réponses. Et puis après, il faut faire le travail de diffusion auprès de la presse pour que... Moi, je réclamais que dans ma locale syndicale, il y ait un encart qui dise allez voir sur le site du RJF. On a interrogé pour les parties, si ça vous a intéressé-vous à la question. Je ne vais pas faire une présentation de 15 pages dans la gazette du syndicat, mais au moins il y a un encart qui renvoie ça. Non, mais il y a clairement à retravailler. Donc vous avez fait le gros du boulot, mais il faut le... Oui, mais c'est parce que mais il y a déjà un gros travail d'alignement. C'est parce que tu n'avais pas sur l'écran la place, mais il y a très bien moyen, par rapport à chaque question, d'aligner les réponses de tout le monde. L'essentiel est fait, c'est une question de... Les sites des journaux et de la RTBF, etc., ils font comme ça aussi. Ils ont un point de vue et chaque partie reçoit. On va devoir arrêter pour libérer Daniel et l'amener à son train. Je vous donne la dernière intervention. Non, je ne fais pas partie d'ATEF et c'est ma première fois. Bienvenue, bienvenue. Mais si je veux bien, je connais plusieurs journalistes et je veux bien, si je peux, avec ma modeste contribution, les inonder de questions pertinentes. Inondons. Il faut qu'on ait vos coordonnées. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc on va faire au plus vite et au mieux ce travail de compilation, que ceux qui sont prêts à mettre la main à la pâte restent un peu. Et Daniel, toi tu pars vite. oui, Daniel, il faut le remettre à son train et puis il faut décider de comment on va finaliser le travail. Merci à vous. Merci à vous.